Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et pendant ces 2h30 de direct, c'est votre voix que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. Alors sans plus attendre, je vous invite à composer le 3921 pour nous parler de votre vie, nous confier vos doutes, vos peurs, vos attentes et me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Amandine et Paul sont impatients de vous accueillir au 3921 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et comme cette émission, nous la faisons ensemble, on compte bien sûr sur vos réactions. Si une histoire fait écho à la vôtre, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, apporter votre soutien à un auditeur ou une auditrice, vous pouvez à tout moment nous passer un petit coup de fil au standard d'Europe 1, 39 21, nous envoyer un mail sur le site europe1.fr, nous laisser un message sur la page Facebook ou par SMS au 7 39 21. Bonsoir Linda. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va bien, je vous remercie, mais c'est à vous qu'il faut demander ça. Moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en ce moment alors ? Caroline, mon fils, il est perdu. Il est perdu. Je suis en train de perdre mon fils. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que mon fils, il a maintenant 28 ans. Oui. Quand il avait 20 ans, il a eu son bac. Il est parti au Canada pour faire des études. Oui. Et il n'a pas réussi la première année. Il n'a pas réussi la deuxième année. Il a connu une fille là-bas. Ça n'a pas marché entre lui et entre deux, oui. fille. Oui. Et je crois qu'il a eu des problèmes avec elle. Il a eu, je crois, il lui a parlé un peu fort ou il a crié sur elle ou il a été choqué de cette relation. Il a eu un choc à cause de cette relation. C'est lui qui vous en a parlé ? Oui, c'est lui. D'accord. Et depuis, il est tombé, il a commencé à tomber très très bas. Il a commencé à se droguer, il boit, il se drogue. Qu'est-ce qu'il prend comme substance ? Cannabis. Cannabis, d'accord. Et alors, à partir de la 3e année, il est rentré. Oui, c'était le mieux, oui. Oui, il est rentré du Canada, mais il n'a pas bougé. Il ne voulait pas rentrer. On l'a fait rentrer de force parce que il a quitté ses études. Qu'il fait là-bas, donc. Vous avez bien fait, oui. S'il était mal en plus comme ça, autant qu'il rentre. Voilà. Mais il est resté ici. Il n'a rien fait. Pendant 2 ans, de 2013 jusqu'à 2015, il n'a rien fait. Il était très déprimé, certainement. Voilà, et il voulait repartir. Ah oui, il n'avait que ça en tête. Mais il fallait qu'il se soigne avant. Mais il est dans le déni. Il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Oui. Il vivait chez vous quand il est revenu là du Canada ? Oui. Oui, il était à la maison, mais il faisait rien, ni travail, ni études, ni rien du tout. Et vous lui avez fait part à ce moment-là de vos inquiétudes en le voyant comme ça, mal, finalement, sans projet, si ce n'est celui de repartir, mais... Oui, je lui ai dit ça, mais il me dit, tu vas voir, quand je vais repartir, ça va bien se passer, etc. Mais quand il est reparti, c'était vraiment... Vous étiez angoissé. C'était le gouffre. C'était le gouffre. Il est reparti, il avait un projet là-bas, reprendre des études ? Non. Non, il est reparti pour repartir, c'est tout. Pour repartir, peut-être pour voir la fille, je ne sais pas. Oui, cette histoire, vous pensez que cette histoire l'a vraiment
terriblement. Je pense que c'est à partir de cette histoire. Et aujourd'hui, il est où alors là? Il est resté donc la deuxième fois qu'il est parti, il n'est pas parti au Canada, il est parti en Amérique. Oui. Et là-bas, vraiment, il s'est pas retrouvé du tout. Il travaille, mais tout l'argent qu'il gagne, c'est dans le loyer, dans le. Oui. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a pas de relation féminine. Il ne vous le dit peut-être pas. Peut-être qu'il en a, mais qu'il ne s'en ouvre pas à vous. C'est pas. Oui. Non. Il a que des relations des garçons. Il n'y a que des garçons. Que des amis, vous voulez dire? Des amis garçons il a des fréquentations qui sont pas bien. Il est comme ça, attiré par des fréquentations qui sont pas. C'est compliqué en même temps pour vous, même s'il se confie à vous, à distance, de savoir vraiment ce qui se passe, non? Oui, c'est vrai. L'éloignement n'est pas simple, évidemment, parce que vous pouvez tout imaginer et beaucoup vous angoisser. Là, alors, il est question qu'il rentre en France. Il va rentrer, oui. Il va rentrer quand? Fin juin. Ah oui, ça approche. Comment me comporter. Oui. Mais je ne sais pas comment me comporter avec lui cette fois-ci quand il va rentrer. Oui. Comment je vais faire? Parce qu'il est dans le déni. Il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Il ne veut pas se soigner. Il ne veut pas faire des études. Il ne veut pas travailler. Je ne sais pas son avenir. Je lui dis qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit moi-même je ne sais pas qu'est-ce que je dois, il est perdu. Qu'est-ce que je dois faire. Il est perdu. Oui. Il est perdu. Oui. Il est perdu. Mais quand il vous a appelé, enfin pour dire qu'il allait rentrer, il a donné quelques raisons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous a dit, maman, Il en a marre. Il en a marre. Moi, je suis bien contente cette fois-ci qu'il vienne de lui-même, parce que la dernière fois, il me reprochait. Ouais. Oui, vous en voulez finalement de l'avoir un peu obligé à rentrer. Voilà. Là, vous voyez, il y a quelque chose de différent. De lui-même, il fait appel à vous, il vous dit je rentre, j'en ai marre. Peut-être qu'il y a une prise de conscience. Entre-temps, pour vous, je comprends que vous soyez angoissé, parce que vous vous attendez un peu, vous demandez dans quel état vous allez le trouver. Oui. Mais finalement, il a ce réflexe, cet instinct, au fond, d'appeler et de dire, bon, je peux pas continuer comme ça, peut-être je rentre. J'espère. Vous êtes seul ou quand il va rentrer chez vous, d'accord? Oui, je suis seule. Oui. Quand il va rentrer maintenant à la maison, je suis seule. Oui, parce qu'il n'a pas de pied à terre, donc évidemment, il vient à la maison. Oui. Oui. Bon, il faut attendre de voir, parce que évidemment, c'est difficile de prévoir comment vous allez réagir, puisque entre-temps, même si vous l'avez régulièrement, semble-t-il, en ligne. Il y a quand même quelques années qui se sont écoulées depuis son dernier. 2010, il a passé 3 ans au Canada, 2 ans là, et encore il est parti cette fois-ci 2015. Ça va faire 3 ans. Si. Donc vous ne l'avez pas vu physiquement depuis 3 ans? Si, je l'ai vu, je suis quand même allée le voir en décembre. Ah oui, d'accord. Comment vous l'avez trouvé quand vous l'avez vu en décembre? Un squelette. Alors qu'il il ne s'alimente pas, vous pensez? Presque pas. Vous lui avez dit que vous l'avez trouvé très amaigri? Oui, bien sûr, je lui ai dit. Je lui ai dit rentre. Je voulais le faire rentrer avec moi, mais il voulait pas. À ce moment-là, il ne voulait pas. Jamais. Bon, vous voyez, depuis, il sent bien qu'il y a quelque chose et il accepte de rentrer. Oui, il a eu des problèmes, je pense qu'il fuit aussi maintenant, cette fois-ci. Mais pas forcément, si vous voulez, c'est difficile. Là, il n'est pas dans la fuite. Finalement, il vous dit j'en ai marre, je rentre. Alors déjà, première petite chose, je sais pas, ça va être un peu jouer votre rôle de maman et lui mijoter des bons petits plats. Il faut le requinquer, là, ce gaillard.
je crois pas, hein, parce qu'il m'a parlé de peut-être qu'il a eu une bagarre, il y a eu une bagarre, quelque chose comme ça, qui lui a fait penser à rentrer, parce que je pense que c'est une fuite cette fois-ci, parce qu'il était bien déterminé à rester, hein, en décembre quand je l'ai vu, malgré qu'il n'était pas dans un état de rester, mais il voulait rester. Oui, mais entre décembre et juin, il peut se passer beaucoup de choses, vous savez. Et la distance fait que déjà c'est compliqué quand les enfants deviennent adultes de savoir quelle est leur vie, parce que les parents, sans être intrusifs, c'est difficile, on peut pas trop les questionner. Mais alors en plus, quand il y a des milliers de kilomètres qui les séparent, évidemment vous imaginez toujours le pire. Oui. Bon. J'imagine le pire. Attendez de voir. Vous savez, il y a des moments. Il a 28 ans, votre fils, il a pu traverser des moments un peu difficiles, c'est pas pour autant qu'il est perdu. Quand j'ai entendu vos premiers mots, j'ai cru que vous alliez m'annoncer qu'il avait une très grave maladie. C'est pas le cas, heureusement. C'est pas le cas. Bon, donc vous savez, il y a des années qui peuvent être un peu des années d'errance. Ça, pour autant, on ne peut jamais préjuger de l'avenir. Oui, donc déjà, si vous voulez, il vient vers vous, il ne s'agit pas de l'assaillir de questions dès son retour. Vous allez voir déjà si depuis le mois de décembre il a repris un peu de poids. Si c'est pas le cas, lui faire un peu des petits plats, des choses qu'il aime, voir, voyez, s'il retrouve de l'appétit ou pas. Et puis progressivement, vous avez une bonne relation avec lui quand même, de confiance. Il s'ouvre à vous, il vous parle. Pas tellement. Il vous dit quand ça ne va pas déjà. Il me dit que ça va pas, mais il a une conduite à risque. Quoi, vous voulez dire avec le cannabis et voilà. Et quoi, et l'alcool? L'alcool, oui. Mais il s'alcoolise beaucoup, vous pensez? Je pense avec la bière. Oui, mais alors ça, j'ai envie de dire, vous savez, malheureusement, beaucoup de jeunes sont un peu là-dedans, et ça peut être un peu quand on est anxieux, pour ne pas dire angoissé, c'est une façon un peu de se tranquilliser. Oui, mais ça dure, c'est tous les jours, ça. Tous les jours? Quand vous étiez chez lui? Tous les jours, il travaille pas. Quand je suis allée il y a 15 jours, il ne travaille pas. Il est toujours... Mais vous y êtes allé il y a 15 jours, là, le voir? Non. Pendant les 15 jours de décembre, il n'a pas quitté la chambre. D'accord, il restait enfermé dans sa chambre. Voilà. Mais alors, de quoi il vit? Parce que comme vous dites, il faut bien qu'il paye son loyer, il a travaillé à un moment donné. Oui. Oui, il a travaillé à un moment donné. Donc c'était peut-être un moment où il était entre deux emplois, où il avait pris des congés. Voilà. Bon. Mais il ne cherche pas à retrouver du travail. Oui, mais Linda, ne lui tombez pas sur le poil, si je puis dire, dès qu'il arrive en disant t'as pas de projet, tu bosses pas, ça va pas. Même si dans les faits, je comprends votre inquiétude. C'est normal. Mais je comprends que vous vous inquiétiez. Mais néanmoins, il faut... les premiers temps, ça va être un peu de renouer un lien avec lui. Parce que il s'est quand même passé beaucoup d'années entre le moment où vous avez quitté un tout jeune homme de 20 ans, où il est parti à l'étranger, où il avait ce projet-là. Bon, il a quand même pu le faire. Oui. C'est pas rien. Il n'a pas été rapatrié en urgence. Il a quand même pu finalement tenir. Il a aujourd'hui 28 ans. Vous quittez un tout jeune garçon, parce que c'est pas en 15 jours qu'on peut déjà voir certaines choses, mais il y a quand même un lien à renouer. Or, il y a quand même quelque chose où il sait qu'il peut compter sur vous déjà. Il n'est pas dans la fuite par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il rentre et il rentre à la maison. Oui. Il pourrait, après tout, chercher à dissimuler, à dire « Oh là là, si ma mère me voit mal, elle va encore me poser des tas de questions, aller chez des copains. » Enfin, vous voyez, il n'est pas dans l'évitement, là. Donc, déjà, au début,
il faut le laisser rentrer, un peu s'installer. Je vous dis, lui faire un peu des petits plats qu'il aime, voir un peu s'il reprend un peu goût, un peu bon. Et puis progressivement, en parlant avec lui, vous allez voir un peu où il en est. Il faut déjà que vous arriviez à le réconforter, ce qui est pas simple parce que vous êtes évidemment très angoissé vous-même. Oui, oui. Bon. Alors peut-être essayer de voir un peu avec votre médecin traitant. Vous voyez, pour vous préparer, enfin, vous soyez pas dans un état de stress qui fait que vous vous dites, comme vous m'avez dit, vos premiers mots, mon fils est perdu, il est perdu, on sait pas. Vous voyez, il faut vous apaiser un peu, là. Ouais. Bon, déjà il rentre, c'est bien, je trouve. Parce que, quand bien même, il n'irait pas bien, et qu'il serait, peut-être un peu déprimé, voire en dépression. Ça peut être Caroline, vous avez dit quelque chose, ça me rappelle quelque chose. Je crois qu'il est rapatrié. Il est rapatrié. Mais rapatrié de quelle façon? Voilà. Sanitaire, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas de papier. Il a fait une bagarre. Et je crois que c'est le service d'immigration qui va l'envoyer. Ah bah ça, il est aux États-Unis en ce moment? Oui. Ah bah ça, il rigole pas avec ça. C'est sûr que s'il a pas renouvelé sa green card et tout ça, oui, voilà. C'est bon. D'accord. Bon. En plus, d'après je vous ai dit, il a une conduite à risque. Il perd toutes ses affaires. Là, il avait perdu tous ses papiers. C'est pour ça qu'il s'est trouvé. Il s'est retrouvé à un moment dans une situation, d'accord. Donc, il rentrerait pas vraiment de son plein gré, mais il n'a pas le choix. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est peut-être un mal pour un bien. Plutôt que de zoner, dans certains pays, il aurait pu zoner un peu. Vous voyez que ça tourne pas très bien. Là, au moins, il n'a pas le choix, il rentre. Voilà, c'est ça. Donc, vous pourrez déjà. C'est lui qui vous a dit ça. Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il aurait pu vous raconter une histoire, essayer de vous mentir. Je trouve que finalement, vous voyez que là, il n'est pas dans le déni de ses difficultés par rapport à ça. Il vous dit, bon, il aurait pu ne pas vous en parler de cette bagarre. Et de dire il m'a parlé de la bagarre et il m'a dit, même quand il est rentré dans le centre d'immigration, il m'a dit, j'ai commencé à pleurer. Après, je me suis dit, ça y est, j'y suis, et donc il faut que j'assume. C'est un comportement assez responsable. Oui. Il aurait pu, s'il était vraiment, vous savez, il aurait pu être dans un tel état qu'il aurait pu décompenser, devoir être hospitalisé. C'est pas le cas. Et finalement, oui, il peut plus fuir, mis devant la réalité. Bon, il s'effondre, il tombe en larmes, mais il dit j'assume. Vous voyez que votre fils là, il n'est pas en train de. Ce qui serait un peu préoccupant, c'est qu'il cherche à vous raconter une histoire autre. Il vous dit clairement les choses. Bon, et là où c'est pour ça. Pas tout le temps, Caroline, pas tout le temps. Écoutez, c'est aussi. Des manipulateurs, des fois pour arriver à ses fins, par exemple. Bon. Oui, mais enfin bon, il veut aussi pas trop vous inquiéter, j'imagine. Vous savez, Linda, j'ai envie de dire que pour le moment, c'est difficile. Vous pouvez pas prévoir ce que vous allez faire. C'est une chose après l'autre. Vous verrez quand il sera là. Si vous vous sentez, vous, trop stressé, parce qu'on vous sent très angoissé, voyez un peu votre médecin traitant pour essayer de prendre quelque chose, même si c'est un peu par homéopathie, mais il faut que vous arriviez un peu à vous apaiser. Mais, ok. Parce que là, si vous êtes dans un tel état de stress quand il arrive, ça risque de compliquer encore plus les choses et vous risquez d'aller trop vite. Parce que comme vous êtes angoissé, vous voulez savoir, poser des questions, enfin, il faut le laisser arriver et lui dire, il y a pas mort d'homme, quoi. C'est pas, il vous dit, il y a eu un souci, et c'est un mal pour un bien, finalement, il va rentrer, et l'important, si vous vous rendez compte que, il a tenté, il a fait une expérience, tout le monde ne le fait pas, forcément, n'arrive pas à s'éloigner, il est resté plusieurs années à l'étranger, il faut quand même le faire. Donc, il a trouvé des petits boulots,
Il sait s'adapter, votre fils. Il n'a pas craqué au point qu'on le rapatrie sanitaire parce que, je sais pas moi, il s'est mis à décompenser, à délirer ou je ne sais quoi. Bon, alors, il consomme de la bière, un peu de cannabis, oui, bon, ben voilà, ça veut pas dire qu'il est drogué. Vous voyez, il utilise ça peut-être un peu comme des tranquillisants parce qu'il est peut-être anxieux, bon. Et ça peut, c'est vrai que s'il mange pas bien, il devait pas se cuisiner lui des petits plats, le cannabis ça peut couper un peu l'appétit. Bon voilà, c'est un enchaînement. Vous allez voir déjà, il faut qu'il se repose parce qu'il a dû avoir un gros stress avec cette histoire là. Bon, qu'il se repose une fois arrivé chez vous, que vous trouviez un rôle un peu de maman enveloppante. Et quand il sera un peu reposé, lui, vous parlerez avec lui, sans dramatiser, en disant, écoute, ça arrive. Une histoire d'amour qui se termine mal, bon, ça arrive. Tu as fait une expérience, tout le monde n'est pas capable d'en faire autant. Voilà, maintenant, tu es reparti pour autre chose, avoir un projet. Et s'il n'est pas à même de faire des projets parce qu'il ne va pas bien, bah à ce moment-là, en douceur, dire, écoute, ça serait important que tu aies un petit peu une aide. Quitte, s'il ne veut pas entendre parler de psy dans un premier temps, dire, fais un peu le point, vois le médecin traitant. Voyez, essayez de ne pas trop anticiper parce qu'en essayant d'anticiper, vous vous angoissez davantage. Ce qu'il faudrait, moi, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est déjà vous essayer de vous apaiser. Je sais que c'est pas simple, mais prenez rendez-vous vous un peu avec votre médecin traitant pour, voyez, un peu, et puis vous verrez quand il sera là. Hein ? D'accord ? Bon. D'accord. Allez, je vous embrasse, Linda. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. La nuit est à vous et le 3921 est à votre disposition si vous souhaitez me parler, partager avec nous ce que vous vivez, ce que vous ressentez. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne. Si vous vous retrouvez dans un témoignage qui fait écho à votre histoire, vous pouvez le faire par mail europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Bonsoir Laure. Bonsoir. 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 Moi, j'étais déjà passée avec vous l'an dernier. Vous m'aviez conseillé d'aller vers un bibliothécaire et de me renseigner sur son métier et de me renseigner sur, je me souviens plus, mais sur la formation qui permettait d'accéder au métier d'assistant bibliothécaire. Ah mais je me souviens de vous, Laure. C'est-à-dire que c'est, enfin. Il y avait même un monsieur qui était intervenu parce qu'il travaillait dans une bibliothèque et qui vous avait vraiment donné beaucoup de conseils et qui même avait accepté de continuer cet échange hors antenne. C'est ça ? Oui, Alors, si je vous avais conseillé ça, c'est parce que c'était votre projet à ce moment-là. Hein ? Ça vous paraissait complètement inaccessible ? Vous aviez arrêté vos études, si je me souviens bien, assez tôt, et vous aviez ce projet qui vous paraissait vraiment impossible à réaliser, de travailler dans une bibliothèque. Oui, maintenant je me souviens. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, depuis, j'ai intégré l'école de la deuxième chance. Donc, c'est une école c'est ? L'école de la deuxième chance, en fait, ça permet d'avoir une deuxième chance pour ceux qui ont été mal orientés, ceux qui ont été décrochés scolaires, ceux qui sont un petit peu perdus. Oui. Et du coup, en fait, on est rémunéré déjà et en fait, ça nous permet de faire des stages parce que moi, ça m'intéressait de pouvoir faire des stages en entreprise. Bien sûr, oui. Vous avez quel âge ? Vous pouvez me rappeler votre âge ?
J'ai toujours 25 ans et demi, je vais vers mes 26 ans. Ah ben oui, mais vous avez un peu, vous êtes toute jeune encore, j'allais dire, vous avez pris un an supplémentaire, mais vous êtes encore toute jeune. Et alors, comment vous avez intégré cette école de la deuxième chance? Je me suis énormément battue auprès de la mission locale parce qu'ils ne voulaient pas du tout me faire aller, parce que pour plein de raisons. Donc, du coup, je me suis battue pour y aller et du coup, j'ai réussi à y aller. Ah ben bravo. Ouais, mais ça n'a pas été évident. Non, mais vous avez réussi. Ouais. Et donc après, suite à ça, on a fait des stages. Donc on a fait un premier stage en librairie militante. Donc c'est une librairie qui fait la librairie politique. Ah oui, ça doit être passionnant, ça. Ouais, c'était intéressant, sauf que moi, ça m'intéressait. Enfin, c'était bien. Il faut s'intéresser à la politique, ça c'est sûr. Il faut s'intéresser à l'actu, oui, pour Si on s'y intéresse pas, c'est pas bénéfique. Bon, ça a été salvateur puisque j'ai appris pas mal de choses. Ça m'a plu. Mais néanmoins, voilà, ça me donne toujours pas l'impression de pouvoir un jour accéder à ce métier-là et je sais toujours pas comment faire. Bon, du coup, suite à ça, j'ai fait d'autres stages. Donc, j'ai fait un stage en magasin en tant que LS, employé libre-service. Donc ça a été complètement un échec parce que ça m'a pas du tout plu. Le port de charge lourde. Mais attendez, en magasin, dans une librairie toujours ou... Non, dans un carrefour. Carrefour, rien à voir. Carrefour Market. D'accord. Oui, mais ça, je pensais que vous vous orientiez plutôt vers les métiers du livre. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout réussi à trouver de stage. Donc, on a démarché des libraires, mais aucun n'a voulu. Et dans une bibliothèque? Et la bibliothèque, honnêtement, je vais vous dire la vérité, moi, ça m'intéresserait pas de travailler en bibliothèque. Ah bon? Parce que moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de vendre, en fait. C'est pas tant le côté travailler en bibliothèque. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait vendre. Et j'ai bien réfléchi par rapport au métier de la bibliothécaire. J'en ai discuté avec une bibliothécaire. Elle m'a présenté son métier, elle m'a expliqué certaines choses. Je lui ai posé des questions que j'avais besoin de lui poser. Et franchement, ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas plu parce que pour moi, ce qui m'intéresserait, ce serait le côté vente, en fait. C'est pas tant le côté conseil, rangement, enfin. Ça a eu au moins un mérite, ces stages, Laure, c'est de savoir ce que vous ne vouliez pas faire et de vous rendre compte que vous en rêviez, parce que je me souviens très bien, ça vous faisait vraiment rêver de travailler dans ce domaine-là, et vous vous dites, au vu de cette expérience, de ce stage, c'est pas ça, en fait. Et vous êtes, je trouve, beaucoup plus affirmé dans votre façon de vous présenter que quand on s'était parlé la dernière fois. Vous avez pris beaucoup d'assurance. Juste un truc, je sais pas si je me suis bien exprimée, je n'ai pas fait de stage en bibliothèque. Hein. Je n'ai pas fait de stage en bibliothèque. Vous avez juste parlé avec une dame bibliothécaire? J'ai juste parlé avec une bibliothécaire, c'est tout. J'ai juste fait une enquête métier, voilà, c'est tout. J'ai pas fait de stage. Hein, donc, et au moins, vous avez rencontré une professionnelle et... Oui, bon. Voilà. Oui. D'accord. Alors, vous voulez faire quoi aujourd'hui? De la vente, si je comprends bien. Donc, du coup, oui, de la vente. Donc, ensuite, suite à ça, j'ai fait d'autres stages. J'ai fait un stage en boulangerie qui m'a pas déplu. Qui m'a pas plu non plus. Ah, donc, alors, vous faites une réponse de Normand, là. En fait, comment dire, en fait, pour moi, vendre de l'alimentaire, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre du contenu, du papier, du rêve, voilà, quoi, c'est ça, c'est ce dont j'ai envie. En fait, j'ai envie de transmettre ma passion à d'autres gens. J'ai envie qu'ils reviennent dans ma boutique et qu'ils me disent, voilà, vous m'avez conseillé ça, c'était bien. Du coup, je vais vous racheter quelque chose d'autre, et voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de me dire qu'en fait, il faut que j'oublie totalement ça, parce que ce ne sera pas accessible pour moi. Et voilà, et du coup, voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Oui, mais attendez, là, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous me dites, vous avez travaillé en librairie. Bon, c'était une librairie militante. Alors évidemment, en politique, si vous vous intéressez pas à la politique, je comprends que vous soyez pas senti très à l'aise. Mais là, vous me dites maintenant, vous voulez vendre du papier et du rêve. Mais c'est quoi concrètement? Quand je dis du papier et du rêve, c'est-à-dire que moi, je veux vendre du manga, donc je veux m'orienter vers... Ah, c'est vrai que vous étiez passionné de manga. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, je veux vendre de ça, et je veux surtout que ça ait un lien avec le Japon et tout ça, parce que je suis fan du Japon, voilà, tout ce qui concerne le Japon, ça m'intéresse, enfin, voilà. Entre guillemets, la pop culture, ce qu'on appelle ça, la pop culture. Donc moi, ce serait plutôt orienté vers ça.
Et là, on est en train de me dire qu'il faudrait un BTS ou un bac et que c'est pas, pour le moment, c'est pas accessible pour moi. Pour vendre des mangas? Ouais, il faut un gros niveau apparemment pour pouvoir gérer une entreprise. Ah oui, d'accord, ça c'est différent, bien sûr. Oui, parce que si tout dépend si vous êtes au niveau de la vendeuse dans une librairie, enfin c'est pas une librairie d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle, mais ou si au sein d'un groupe, même il y a des gros groupes maintenant où vous seriez dans le rayon manga, si c'est votre passion, vous seriez très à même de conseiller les clients. Si vous voulez ouvrir votre propre librairie, bah oui, il faut bien que vous ayez des notions de gestion, ça c'est clair. Mais après, moi, je serais prête à travailler pour quelqu'un, mais le problème c'est que c'est compliqué et que voilà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, sur Marseille, on n'a pas trop d'adresses, là-dedans, ou à part la Fnac. Et je me souviens, déjà vous pouvez postuler auprès de ces grands groupes, comme vous dites, parce que puisque vous en connaissez un rayon sur le sujet, ça peut les intéresser. Et puis je me souviens des auditeurs, vous avez communiqué des adresses justement de points de distribution de manga à Marseille. Vous les avez communiqués, en antenne. Je les connais. Bah alors, faut commencer par là. Oui, mais moi, par exemple, là où je vais acheter mes mangas, il prend pas de stagiaire et voilà, la personne n'est pas ouverte, quoi. Elle est pas ouverte à partager des choses et voilà, il y a rien, quoi. Il y a rien qui se fait, quoi. Bah alors, il faut peut-être bouger. Il faut peut-être. Oui. Pourtant, Marseille est une grande ville et il y a quand même certainement beaucoup d'amateurs de manga aussi à Marseille. Mais sinon, il faut peut-être essayer de postuler dans d'autres régions de France. Je serais prête, mais pour le moment, c'est le financier qui coince, quoi. Tant que je n'aurai pas le financier. Mais vous avez fait le tour de toutes les librairies de manga à Marseille? Parce que bon, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas forcément très ouvert, ça peut arriver. Les seules et uniques qu'il y a, il y en a qu'une, hein, donc. Moi, je me souviens quand vous avez donné plusieurs adresses. Hein. Justement, d'auditeurs qui s'étaient mobilisés pour vous envoyer des adresses et tout. Alors après, moi je sais pas. C'est toujours pareil, hein. Ils sont pas enclins à aider, quoi. Ils sont pas. Hein. J'ai pas eu plus d'avancement que ça depuis, hein. Voilà. À la limite, comme je disais à ma conseillère, ce serait bien de faire un petit stage pour voir ce que ça donnerait, quoi. Oui. Et même là, ils prennent pas, quoi. Ils veulent pas. Bon, alors ils sont pas très ouverts, ceux qui vendent les mangas, là. Non, pas du tout, justement. Non. Bon. Non, je dis ça, mais ça veut rien dire, hein. On va pas faire, bon. Ouais. Bah, écoutez, alors, qu'est-ce que vous voulez lancer un appel à l'antenne? Parce que moi, je vois pas trop ce que je peux faire pour vous. Je suis pas du tout spécialiste des mangas, moi. Vous voyez? Donc, non, en fait, je me disais peut-être que si, par exemple, il y a des gens qui se sont lancés, par exemple, dans la création d'une entreprise, comment ils ont fait, qui sont allés voir, ce genre de choses, quoi. Bon. Aujourd'hui, j'hésite parce que c'est vrai que la boulangerie, ça me déplaît pas. Mais vous voyez il faut quand même un peu. Je me dis que, par exemple, je pourrais faire ça le temps de m'exercer à la vente, très bien. Client, tout ça. Mais on vend pas des petits pains au chocolat ou comme des mangas non plus. Mais c'est quand même un rapport avec le client. Bon. Oui, voilà, ça permet de travailler sur le rapport client. Bon, c'est sûr que c'est pas top, mais bon, après, c'est déjà un premier truc pour commencer, hein. Écoutez, je pense que pour le coup, vous trouverez, d'après ce que vous me dites, plus facilement des postes de vendeuse en boulangerie pour le moment que de vendeuse dans une librairie de manga. Donc ça vaut le coup là. Et puis peut-être que pendant l'été ils vont chercher. Puis je trouve que souvent dans les boulangeries on voit recherche vendeuse. Enfin ça c'est vraiment très fréquent. Ils affichent même. Honnêtement, moi pour le moment je suis pas du tout prête à me lancer dans un poste de vendeuse en boulangerie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire alors? Parce que là on tourne en rond, hein, franchement. Oui, non, là. Je vois ce que ça donne en stage et honnêtement pour le moment je me sens pas capable. Mais alors sur les produits, ce qui paraît que le contact client pour le moment c'est pas ça. Voilà quoi, pour le moment c'est pas encore tout à fait comme il faut.
Je me sens pas capable. Pourtant, je vois des offres, j'aurais envie d'y postuler, mais je peux pas pour moi. Parce que je me sens pas encore à l'aise avec le métier. À la limite, comme je disais ce matin à ma conseillère, je me sentirais plus à l'aise avec un métier de nettoyage où là, je saurais où il faudrait mettre les mains. Et voilà, ce serait le temps, comme je disais, ce serait le temps de travailler aussi sur mon autre projet, par exemple la communauté. Je pense, Laure, qu'il faut encore effectivement que vous mûrissiez votre projet. Hein. Parce que vous voyez, on est parti des mangas, puis on va vers la boulangerie, maintenant le nettoyage. Je crois qu'il faut que vous soyez encore un peu accompagné et voir vraiment là où vous aimeriez être et où vous vous sentiriez finalement le plus à l'aise. Parce que pour le moment, là, ça part un peu dans tous les sens. Et je sais que ça part dans tous les sens et je n'arrive pas à me définir. Même moi, je me dis, mais à un moment donné, il va falloir bien que tu te positionnes sur quelque chose et voilà, quoi, c'est compliqué de se positionner. Mais attention aussi, oui, mais parce que quand vous arrivez, vous savez, alors, vous parlez de vendeuse en boulangerie. C'est effectivement pas si simple qu'il n'y paraît. Parce que c'est déjà un métier de contact. Donc, c'est le contact avec la clientèle, c'est être souriant, c'est être accueillant. C'est agréable. La boulangerie, c'est parfois le seul contact que certaines personnes ont. Je parle avec des personnes âgées qui disent elles y restent un moment d'ailleurs parce qu'elles ont plaisir à discuter, elles viennent à des horaires évidemment pas aux heures de pointe. Donc et on a envie de revenir dans une boulangerie où quelqu'un est ouvert. Or là, peut-être que c'est aussi ça peut s'apprendre. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous arrivez avec des tas de revendications chez quelqu'un, chez un futur employeur, mais finalement sans être vraiment fixé sur votre projet, en me disant bon, je sais pas si je suis prête, je suis pas capable, moi je voudrais me faire les mangas, mais enfin pour entre-temps je peux vendre des croissants. Vous voyez, la façon de se présenter compte aussi beaucoup, Laure. Hein. Et c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut que vous travailliez un peu. Ah oui, mais parce que vous êtes tellement, vous avez très bien, vous avez un désir d'évoluer, d'avancer, mais pour le moment, vous avez du mal à vous fixer. Donc les employeurs, ils le sentent ça. Parce que si vous le faites un peu, alors j'imagine, vous le faites pas comme avec moi ce soir, mais on passe des mangas à la baguette, c'est un peu compliqué. Et les employeurs me disent, c'est pas très bien ce qu'elle veut, cette jeune femme. Parce que là aussi, les produits dans une boulangerie, au bout d'un moment, ça va. Alors effectivement, il y a différentes sortes de pain et tout, mais enfin, ça va. Ça, au bout d'un moment, vous apprendrez. Peut-être que le contact avec la clientèle, c'est pas simple. C'est pas simple parce que vous avez toutes sortes de gens. Vous avez des gens qui sont évidemment très sympathiques. Vous en avez des beaucoup moins sympathiques, voire des carrément antipathiques, bougons, irritables. Et vous, il faut que vous ayez le sourire et voilà, c'est ça. Mais et dans votre domaine, qui est le manga, évidemment, vous vous sentez plus à l'aise parce que là, vous êtes passionné. À la limite. Le contact, c'est plus la personne appréciera de voir que vous avez les connaissances et que vous allez pouvoir l'aiguiller. C'est pas du tout généraliste comme une boulangerie, voyez. Mais déjà, ce sens du contact et tout, ça peut se travailler. Mais là, c'est vrai que si vous y allez à reculons, évidemment, votre futur employeur, il le sent. Et déjà dans un premier, quand vous voyez des petites annonces, vous dites vous en voyez pas mal autour de vous dans les boulangeries. Tout compte. C'est-à-dire, c'est pas forcément vous précipiter. S'il y a quelque chose, vous dites pourquoi pas. C'est-à-dire la façon dont vous allez vous présenter, c'est-à-dire le sourire déjà. Parce que le sourire, parce qu'on peut dire que finalement vous n'avez pas d'expérience. Mais que vous avez à cœur d'essayer, que la vente est un domaine qui vous plaît beaucoup, la façon dont vous êtes habillé, enfin, tout ça, vous voyez ? Ouais. Moi, ce qui me dérange par rapport à la vente, c'est par rapport à moi. Moi, je me sens pas à l'aise avec moi-même et je me sens pas à l'aise avec mon physique, je me sens pas à l'aise. Enfin, voilà, je sais bien. J'ai du mal avec ça et je suis très timide et c'est compliqué. Mais vous êtes timide et en même temps, comme parfois les timides, là à l'antenne, vous donnez pas ce sentiment-là. Vous donnez presque ce sentiment d'être un peu revendicatif parce que du coup, ça doit être compliqué pour vous. Peut-être de rentrer comme ça et d'avoir à demander, et c'est pas simple, d'avoir à demander du travail. Et du coup, vous pouvez, comme les timides, ils vont droit au but.
Parce qu'ils se lancent, quoi. Ils ont tellement peur et du coup, ils en oublient de mettre un peu les formes. Oui, voilà, Voyez. c'est Donc, souvent ça. vous pouvez passer pour avoir un contact peut-être un peu abrupt. Oui, voilà, Hein, c'est souvent ce qui ressort. ce qu'on vous dit. Je suis brute. Et oui. Je suis brute. Oui, un peu brute de décoffrage parce que au fond vous êtes timide, donc vite vous allez droit au but. Or, l'enrobage ça compte, surtout dans la boulangerie. Voyez, mais ça se. Vous êtes accompagné un peu au niveau de. Alors peut-être Pôle Emploi c'est compliqué parce qu'ils ont tellement de demandes, mais parfois Pôle Emploi travaille en collaboration avec des associations. Je connais une jeune femme comme ça qui a été accompagnée. C'est son agence Pôle Emploi qui l'avait orientée, où elle était un peu comme vous. Elle savait pas, elle hésitait, pour tout vous dire, entre esthéticienne et secrétaire de direction. Vous voyez, elle est arrivée, bon, c'est un peu comme vous, les mangas et la boulangerie. Et en fait, pendant 1 an, elle a été accompagnée, je crois, à raison d'1 fois par semaine, ou peut-être un peu moins, par 2 personnes. Et l'objectif, c'était de l'aider à finalement à s'orienter, à mieux savoir ce qu'elle souhaitait faire au vu déjà de ses compétences, de sa personnalité. Et il lui avait dit tant qu'elle n'aura pas un projet précis, ils la lâcheront pas. Et après, ils l'accompagnent le temps de finaliser ce projet. Donc peut-être que ça serait pas mal pour vous, parce que bon, vous avez 25 ans et demi, il y a encore un peu de temps pour prendre confiance en vous et puis mieux savoir où vous souhaitez vous diriger. Ouais. Vous voyez, être un peu mieux accompagné. Alors, il y a beaucoup de réactions à propos des librairies, mais ils ne parlent pas des mangas. Hein. Mais il y a quelqu'un qui dit que malheureusement, les temps sont très durs pour les libraires. Vous parlez de la grande... Vous avez cité, je vais pas citer, mais des références qui bouffent tout, quoi. Le libraire, il a beaucoup de mal à exister aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit « Ma femme a été libraire, ça implique de bouger dans toute la France. La vente de livres est sur le déclin. » Ben oui, maintenant les gens commandent leurs livres. Alors... c'est très pratique, mais il faut penser aussi que c'est la mort des libraires. Et que rentrer dans une librairie, enfin moi je sais que j'adore ça, rentrer dans une librairie, toucher les livres, sentir, il y a une ambiance, il y a des librairies qui sont belles même, enfin qui sont belles et vous avez quelqu'un avec qui parler, qui va vraiment vous conseiller, qui s'y connaît. Ça, c'est pas en un clic sur Amazon que, vous voyez, c'est froid, c'est impersonnel. Alors, cette personne dit pas facile de trouver ou même de créer ces postes souvent mal payés, mais ô combien intéressants. Et cet auditeur vous dit, il faut s'accrocher. Il y a Brigitte qui dit, mais quel genre d'entreprise vous imagineriez? Il vous faut un projet précis. Elle ajoute, c'est complexe de gagner sa vie comme ça, c'est ce que dit Yvan aussi. Il faut déjà davantage élaborer votre projet. Yvan qui dit, même dans le nettoyage, vous savez, il faut aussi des diplômes. Oui, parce qu'il y a beaucoup maintenant les appareils... je les ai, les diplômes. Je les ai. Ah, vous avez des diplômes dans le nettoyage, d'accord. Bon, je savais pas. Il y a Feuille d'érable. Je suis pas spécialisée dans les machines. Ben oui, mais maintenant c'est beaucoup des machines. Hein. Ah ben c'est plus simple, ça évite de se casser le dos. C'est plus simple, mais enfin moi déjà, moi qui suis pas du tout technique, quand on voit le maniement de certaines machines, il faut presque avoir fait Polytechnique pour comprendre comment ça marche, hein, certains. Oui, mais non, c'est pas compliqué. Ah ben tant mieux. Alors si vous y retrouvez, c'est parfait. Il y a Feuille d'érable qui dit, le métier de libraire est très compliqué aujourd'hui. Beaucoup ont du mal à en vivre à cause des grosses enseignes. Alors se limiter au manga complique l'affaire, peut-être un peu. Il y a vous pourriez voir dans une bibliothèque, on vous y ramène décidément, une bibliothèque où il y a des mangas, il y a un rayon manga certainement dans une bibliothèque. Il y a Michel qui dit, vous pourriez essayer de repasser votre bac option librairie et de postuler ainsi dans plusieurs librairies. Mais voyez, on est parti dans la librairie, mais bon, je crois que il faut que vous affiniez votre projet là, vraiment. Ouais. Parce que là, pour le moment... c'est pas encore tout à fait clair. Et pourtant, c'est compliqué parce que moi, je sais vraiment ce que je veux faire. Et c'est compliqué parce que je me dis, je peux pas me lever le matin pour aller faire un truc que j'ai pas envie d'aller faire, quoi.
Même, ouais, à la limite, si je me lèverais le matin et que je serais que, par exemple, l'après-midi, je peux travailler sur mon projet, il n'y a pas de souci. Et voilà, si c'est juste pour me lever le matin pour aller faire du ménage, quoi, je veux dire, c'est pas l'essentiel, quoi. Là, par exemple, on m'a proposé pour aller faire 1 heure dans un cabinet dentaire. Je veux dire, je trouve ça ridicule, quoi. Ils travaillent 1 heure par jour, quoi. Je sais qu'il faut bien commencer par petit, mais quand même, je veux dire, c'est pas beaucoup, quoi. Non, c'est sûr. Il y a Yvan qui dit le Secours catholique aide et accompagne les demandeurs d'emploi. Tiens, je savais pas. C'est formidable que les associations fassent ça. Parce qu'il y a vraiment du travail à faire. Par rapport à ce problème, parce qu'on en avait parlé lors de ces années de scolarité qui ont été très dures pour vous, l'humiliation, les brimades, cette timidité que vous avez, vous êtes un peu accompagnée sur le plan psychologique? Non, j'ai été accompagnée, mais après elle est partie à la retraite et depuis plus du tout. Et depuis, j'ai formulé une espèce de haine contre les psys. Ah, carrément. Ah oui. Franchement, elle m'a détruite cette personne. Mais comment ça, elle vous a détruite? Elle m'a détruite parce qu'elle est partie à la retraite? Ah non, pas du tout. Elle m'a détruit parce qu'elle m'a posé une seule question qui m'a détruit et que depuis, elle n'arrête pas de trotter dans ma tête. Et voilà, elle m'a posé la question de savoir si vraiment j'étais désirée par ma mère. Parce que vous vous souvenez que j'avais des soucis aussi avec ma mère. Très bien. Et moi, j'avais pas su répondre à cette question. Et honnêtement, ça m'a fait bizarre cette question-là, honnêtement. Ça vous a fait mal. Oui, ça vous auriez pu lui dire, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est déstabilisé. Ouais. Bon, je comprends que vous en ayez été profondément blessé. Maintenant, oui, je sais que tous les psys ne sont pas non, vous savez, comme ça, c'est comme parfois on voit un médecin, on n'a pas un très bon contact, et pour autant, il faut bien quand même se soigner, que ce soit les dents, bon. Et à ce moment-là, vous avez raison. Si on n'est pas content, on change et on essaye de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien. Parce que cet accompagnement et que vous faites à travers Pôle emploi et à travers un soutien psychologique vous permettrait un peu de prendre confiance en vous. Ça peut être complémentaire et d'avoir moins peur finalement et de vous dire que à 25 ans et demi, il y a plein de choses qui sont possibles encore et que les portes sont pas si fermées que ça. Mais pour ça, il faut que vous y croyiez un peu, d'accord ? J'y crois, et si on a des contacts, oui, mais vous y croyez, mais vous avez conscience que ça part dans tous les sens pour le moment. Oui, donc il faut un peu affiner. Il faut bien trouver une solution quand même en attendant. Oui, non, mais non. Non, on marque une pause. On marque une pause, Laure, et on se retrouve dans quelques minutes. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Laure, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Bon. Alors, moi, en vous écoutant, je me dis, et je me rappelle très bien de notre premier échange, vous avez une histoire complexe, vous avez subi beaucoup de rejets, et aujourd'hui, finalement, c'est comme si vous avanciez un peu avec une cuirasse pour parer les coups à venir. Et évidemment, tout ça... Une cuirasse ? Ah oui. Oui, comme un bouclier, quoi, comme vous voyez, un peu. Et évidemment, quand on recherche un emploi, ça complique encore plus les choses, parce que ça donne une attitude un peu défensive, qui est pas la meilleure des options pour finalement séduire entre guillemets un futur employeur. Séduire au sens où toutes les relations sont faites de séduction. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. C'est-à-dire lui donner envie de vous recruter. Il y a vos compétences, mais il y a aussi ce qui se dégage de votre personnalité. Sûr. Or, évidemment, là, il y a quelque chose qui pourrait peut-être aussi. Il faudrait voir avec Pôle emploi ou qu'il vous donne des coordonnées d'association, parce que parfois il y a un peu des stages qui sont faits très pratiques, un peu sous forme de coaching, où on fait un peu des sortes de mise en situation, d'entretien de recrutement. Ça, je l'ai déjà fait. Il faut peut-être continuer un peu, parce que qu'est-ce que ça vous avait apporté ? Ça m'avait apporté pas mal de choses. Ça m'avait apporté de mieux m'exprimer, mieux me comporter. Je veux dire, ça, j'aurais pas besoin de le refaire. Je l'ai déjà fait, donc je vois pourquoi ça servait de le refaire.
Allô? Oui, je vous écoute, mais le problème, c'est que moi, je crois qu'il y a quelque chose où ça me paraît quand même important que vous soyez accompagné pour que il y a quelque chose de paradoxal chez vous. Et je ne sais pas si peut-être que vous ne le percevez pas, mais à la fois il y a vous avez peur que ça ne marche pas. Peur de l'échec, comme l'échec que vous avez rencontré. Mais paradoxalement, vous vous présentez comme quelqu'un qui revendique beaucoup. Et ça, cette démarche-là, il y a quelque chose qui passe pas. Je comprends ça. Derrière, il y a un fond de dire comme si vous avez tellement peur que ça marche pas que vous me dites oui, ben moi, je vais pas me lever le matin quand même pour un boulot dont j'ai rien à faire. Bon, ouais, mais enfin, Monica a dit parfois il faut bien casser sa croûte. Enfin, il faut bien, vous voyez, déjà à la base, ça peut être aussi payer son loyer. Bon, quand on démarre, parfois, on accepte des choses qui sont pas toujours à notre goût, mais après tout, c'est aussi une expérience. Une première expérience, même dans la vente, ça vous donnerait... alors évidemment, vous n'allez pas vous dire je vais rester 10 ans dans le boulot, mais ça vous donne une expérience pour vous présenter ailleurs. C'est toujours instructif. Vous n'êtes pas à un âge où vous pouvez commencer à dire ah oui, mais ça je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, parce que ça me saoule, c'est pas mon truc et tout. Parce que sinon, vous restez chez vous. Vous voyez, pardonnez-moi de vous parler un peu comme ça, mais c'est comme si. Ah non, je comprends. Il faut aussi, parce que soi-même on n'est pas le meilleur juge, hein. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le contact qui se passe pas bien, parce que à la fois vous avez très peur. Au vu de votre histoire, je comprends, mais du coup, ça donne un aspect de vous vous présentez un peu comme de façon agressive, un peu revendicative, et ça peut pas passer auprès des employeurs. Vous voyez. Donc, il y a à votre âge, j'ai envie de dire, toute expérience est bonne à prendre. Vraiment, je vous assure. Ah oui, je comprends ça tout forme. à fait ce que vous voulez dire. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est vrai que j'ai peur et que j'ose pas me lancer. Je sais que vous avez peur. Je sais, mais pourtant je me dis des fois, mais grandis un peu. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Au pire des cas, même si c'est une mauvaise expérience, ça t'aura servi à quelque chose au moins. Voilà. Oui, aussi. Mais j'ai tellement... Ouais, c'est vrai que j'ai peur. Vous avez peur et du coup, il y a paradoxalement chez vous une envie. Il y a une envie et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a un désir de faire des choses et puis en même temps une peur qui est à la hauteur de cette envie et une peur de l'échec. C'est ce que dit Brigitte d'ailleurs. Prenez votre peur par la main. Allez-y. Il faut la transformer, cette peur. Il faut travailler là-dessus. Je pense que au niveau de Pôle emploi, ils peuvent vous donner des coordonnées d'associations. Je pense qu'un accompagnement plus personnalisé, chaleureux, avec des personnes qui vont pas vous mettre dans du coton et vous dire bah oui ma petite chérie, t'inquiète, on va t'ouvrir toutes les portes, mais qui vont vous dire aussi un peu sans concession ce qu'il en est, comment apprendre quoi tout simplement, en étant bienveillant avec vous, ça vous permettrait d'avancer. Peut-être aussi, je pense, par rapport à ces peurs qui viennent de votre histoire, ça vaudrait le coup, j'ai envie de vous dire, lors de retenter et de pas rester dans cette haine. Dans cette haine qui... Vous avez peur des autres, en fait. Vous avez peur des gens. Vous avez peur d'être blessé de nouveau. Et en même temps, vous me dites que vous voulez faire quoi? De la vente. Donc, être au contact des gens. Donc, vous voyez, vous avez envie de la surmonter, cette peur. Bon. Mais quand on est dans la vente, il faut déjà se présenter, avoir l'air avenant. Si vous arrivez avec un visage fermé, un ton bougon, vous n'allez pas vendre grand-chose. C'est sûr. Bon. Donc, il y a moi ce qui me donne envie de parce que je sens chez vous que parce que c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait ça renvoie une mauvaise image de moi parce que je suis pas méchante. Je sais que vous n'êtes pas méchante, mais qu'on l'a été avec vous. Et que du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu comme vous faites un peu le hérisson quoi. Vous sortez tous vos piquants. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon. Donc, ça, vous êtes toute jeune, Laure. Oui, toute jeune, mais bon, après, mais il faut si bien vous avancer. êtes tellement jeune, mais vous allez avancer. Croyez-moi, vous avez avancé par rapport à la dernière fois. Parce que la dernière fois, vous osiez pas dire même que ça vous paraissait des rêves trop grands pour vous. Aujourd'hui, vous les affirmez,
C'est bien, il y a déjà des choses qui ont évolué. Moi, j'ai envie de vous dire, revoyez avec Pôle emploi, essayez de voir avec des associations. Je pense un suivi plus personnalisé vous ferait du bien, parce que malheureusement, vous n'avez pas la chance d'avoir auprès de vous un entourage familial qui peut vous porter. C'est ce que dit Brigitte, vous serez avenante progressivement. Vous pouvez gagner en aisance, en confiance. Et la vente, c'est bien pour ça. Il y a... Oui, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'apporter des choses. Oui. Ouais, c'est souvent ce que je dis. J'ai besoin d'un employeur qui me porte et qui me guide et qui me soutienne, quoi. Ouais. Oui, mais là, vous demandez quelque chose à l'employeur qu'il ne peut pas faire. Et qu'il n'a pas à faire. D'avoir, d'avoir un minimum de je sais pas, de qualité humaine. Enfin, qu'il ne peut pas faire. Je veux dire par là, pas au premier abord. On va prendre l'exemple de la boulangerie. Vous arrivez, vous poussez la porte, même s'il y a recherche vendeuse. Lui, il sait rien de vous. Il vous connaît pas. Lui, il va avoir peut-être 10 personnes qui vont, voire plus, qui vont pousser la porte. Ce qui va, c'est le premier échange, la sympathie qui peut se dégager de quelque chose, d'une envie, d'un élan. Après, si ce premier contact se passe bien, évidemment, dans la relation, vous pouvez tomber sur un employeur, et surtout, si c'est un artisan comme ça, qui va vous dire, je l'aime bien cette petite, je vois bien qu'en fait, elle est timide, elle manque de confiance, je vais l'aider, je vais la pousser. Mais il faut déjà qu'il y ait un lien qui se crée. Vous pouvez pas le demander au premier abord. Ah non, mais je demande pas au premier abord, j'ai dit au fil du temps, je veux dire, c'est pas... Je sais pas, c'est vrai que des fois je me dis tu demandes peut-être trop aux gens, voilà. Alors il y a quelqu'un, je demande trop aux gens, mais bon, c'est vrai. Minimum. Si, à la fois vous en avez, non pas un minimum. C'est vrai que dans votre façon de vous présenter, vous en demandez presque trop. Comme si eux ils connaissent pas votre histoire, Laure. Ils savent pas vos souffrances. C'est pas leur rôle. Ouais, après, au fur et à mesure, bien sûr qu'il peut se nouer aussi un lien plus affectif, mais au fil du temps. Ils sont pas responsables de votre histoire et de tout ça. Là, auprès d'un psy, vous pourriez trouver cette écoute. Il y a quelqu'un d'ailleurs, tiens, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de message de notre ami Mimi le boulanger. Alors il confirme, lui il a sa boulangerie. Mimi, il dit, je confirme que dans la boulangerie, l'accueil est essentiel, le contact avec le client. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui dit, vous savez, il y a plein de personnes qui se lèvent le matin, moi la première, 10 feuilles d'érable, pour faire un travail qui les épanouissements. Mais vous avez un avantage, votre âge. Vous avez l'avenir devant vous, avec tous les possibles. Alors ne baissez pas les bras. Il y a Lilou qui dit, l'accompagnement par le PLIE, P-L-I-E, correspondrait tout à fait à leur orientation par Pôle emploi. Il y a Pioup qui dit, pourquoi vous ne rejoindriez pas des associations fans de manga? Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a les festivals. Eh ben voilà, il faut aller dans les festivals parce que là on crée des liens, on rencontre des gens. Alors il y a Amélie, mais ça c'était par rapport à votre demande de création d'entreprise, mais je pense que c'est un peu prématuré. Parce qu'Amélie, mais ça elle avait pris aussi un message sur Facebook, mais je vais le lire parce que ça peut aider aussi d'autres auditeurs. Elle dit, il existe des journées portes ouvertes dans les chambres du commerce. C'est une journée complète avec explication et construction des business plans. Il existe aussi un accompagnement qui s'appelle Active Créa et qui est super, nous dit Amélie. Il y a Monique qui dit, recherche de travail. Un ami un jour m'a dit, le travail commence quand c'est désagréable, quand c'est plaisant, c'est un hobby. Il faut accepter que la vie est un challenge perpétuel et gagner sa vie en fait partie. Ça va pas tomber tout cuit. Faire du bénévolat, peut-être pour s'habituer au contact avec les autres. Il y a Fabienne qui dit, juste essayer le sourire. Déjà, en rentrant dans une boulangerie, acheter une baguette et faire l'expérience de ce que votre sourire déclenchera. Je vous assure que ça marche. Alors, il faut pas, c'est pas le sourire commercial et pas stratégique, être là en disant qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, là, toute dent blanche alignée. Mais quand vous avez déjà un visage souriant avenant, vous rencontrez des visages beaucoup moins fermés autour de vous. Je vous assure. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut se sentir un peu
Bien. Il y a compliqué de sourire quand on n'est pas bien. C'est compliqué. Ben c'est pour ça qu'il faut peut-être un peu vous faire aider aussi. Il y a Violaine qui disait, comme disaient certains acteurs qui ont accepté de tourner d'énerver, il y en a beaucoup qui l'ont dit, et pourtant de grands acteurs, il fallait bien faire bouillir la marmite. En avant, disait sœur Emmanuelle. Alors il y a quelqu'un qui dit allez voir la mission locale de votre quartier. Vous l'avez fait, vous êtes bien battu déjà. Donc voyez les auditeurs, vous voyez comment les auditeurs se mobilisent à chaque fois que vous m'appelez, Laure. Il y a une chaîne de solidarité autour de vous. Et Amandine est en train de me dire dans le casque qu'elle a plein de contacts pour vous hors antenne. Alors il faut y croire. Parce qu'ici on prend un peu le temps. Voyez, et il y a des auditeurs qui se souviennent de vous et qui trouvent que vous êtes une jeune femme très touchante. Mais évidemment, votre futur employeur, il sait pas comme ça. Il découvrira au fil du temps. Il y a Lilou qui dit des emplois aidés par l'État avec tutorat dans des associations ou structures publiques peuvent constituer un premier tremplin. Voilà, un peu ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ne raccrochez pas. Hors antenne, Amandine va vous donner beaucoup de contacts pour vous. Et par avance, je remercie tous les auditeurs qui se sont manifestés pour vous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir, Laure. Au revoir. Un petit message de Myriam qui fait suite à l'échange que nous avons eu avec la jeune Laure, qui dit Laure nous disant oui, j'ai pas envie moi de me lever le matin pour un boulot que j'aime pas. Myriam a dit j'ai bac plus 8, je fais 4 heures de trajet aller-retour pour donner 2 heures de cours et pourtant j'ai de gros problèmes de dos. Oui, parfois c'est ça, on n'a pas toujours le choix et il y a le loyer à payer, il y a toutes les charges et il faut bien vivre. Alors en même temps, c'est normal, enfin c'est important aussi à l'âge qu'elle a il faut s'autoriser à avoir des rêves, à avoir des projets. Mais il faut aussi se rappeler que dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui ont des boulots dans lesquels ils ne s'épanouissent pas. Mais simplement, comme disent beaucoup d'entre vous, il faut bien vivre et puis pouvoir élever ses enfants et faire vivre sa famille. Bon, un petit message. Tiens, je voulais faire un petit clin d'œil amical à Lilia qui écoute l'émission tous les soirs, à Lilia et puis à sa fille également, ainsi qu'à Emmanuel qui nous a envoyé un gentil message. 39 21, il est 23h50, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne et la ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Bonsoir John. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je dirais que la vie est un long combat. Il faut se battre sans arrêt. Voilà, moi je sans arrêt, peut-être pas quand même, parce que heureusement qu'il y a des périodes un peu où on peut se poser, non, souffler. Quand on regarde l'acheminement d'une vie, ça reste quand même assez compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se battre sans arrêt, quoi. Toujours être aller de l'avant et surtout ne pas baisser les bras, ça c'est important. Alors moi je suis un monsieur qui est parti de mon île depuis l'âge de 25 ans. J'ai fondé une famille, je réside en métropole. Et donc je suis marié, donc avec une épouse aussi originaire du Nil. Vous voulez pas nous dire laquelle? Vous voulez rester l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, d'accord. Et donc on a 3 charmants enfants. Et vous avez, pardon, j'entends pas bien. On a 3 enfants. 3 enfants, d'accord. Enfin, je suis moi-même donc une personne qui travaille auprès des personnes malades, donc à l'étranger. Et alors vous m'appelez de l'étranger là? Non, je vous appelle de France. Hein. D'accord. Mais je travaille de nuit à l'étranger en tant que personnel soignant. D'accord. Donc en fait, vous êtes de passage là en France? Non, je travaille, donc je suis frontalier si vous voulez. Ah d'accord, oui, je comprends mieux. Oui, vous passez juste la frontière et du coup, oui. Voilà. Et donc je suis une épouse qui est atteinte d'un cancer depuis l'année dernière. Oui. J'ai accompagné jusqu'à maintenant, donc elle est en période de rémission. Tant mieux.
Et du coup, si vous voulez, je l'ai beaucoup aidée, j'étais beaucoup proche d'elle pendant cette période et jusqu'à maintenant. Depuis. Mais il a fait depuis. Donc, si vous voulez, il y a eu cette période très difficile depuis l'année dernière, depuis qu'elle a su qu'elle avait cette maladie. Et moi-même qui travaille auprès des personnes souffrant de cancer, ça m'a été très, très compliqué. J'imagine, oui, parce que c'est votre métier déjà. Donc vous travaillez, vous accompagnez. Vous êtes, je peux vous demander ce que vous faites? Vous êtes médecin, infirmier? Je suis assistant infirmier. D'accord. Et là, malheureusement, c'est votre épouse que vous avez dû accompagner. Voilà, et que j'accompagne. Et là, on n'est plus démunis avec ses proches. Hein. On est totalement démunis même. Ben on passe derrière, on est derrière la barrière en fait. Ah bah oui, là, bien sûr. Du coup, je me retrouve avec ça, avec une personne malade que j'aide beaucoup jusqu'à maintenant. Les médecins sont très optimistes. S'ils parlent de rémission, en général, ils ne s'avancent pas trop. C'est d'ailleurs tôt, puisque vous me dites qu'elle est tombée malade l'année dernière, donc elle a bien réagi au traitement, et là, ils parlent de rémission, vous m'avez dit. Oui. Bon, vous êtes bien placé pour savoir qu'en général, ils ne s'avancent jamais trop vite dans ce domaine. Non, pas c'est du plutôt tout. Tant mieux. C'est plutôt très encourageant, ça. Oui. Mais par contre, elle a toujours des douleurs constantes. Ça, ils ont dit que c'est à cause de la chimio. La chimio, vous savez, les douleurs, elles durent un moment. Hein. Ouais. Et du coup, je reviens un petit peu en arrière donc, par rapport à ce que j'ai demandé, par rapport à maintenant. Si je viens vous téléphoner, c'est que déjà, je vous remercie beaucoup parce que j'ai trouvé que vous êtes quelqu'un une personne rassurante. On a envie de vous parler, en fait. Je vous remercie. Malgré tout, moi aussi, je suis quelqu'un qui est très apaisant. Je suis quelqu'un qui conseille beaucoup, qui est un peu comme vous, qui bouge toujours dans l'empathie, dans l'écoute active. Mais actuellement, c'est vous qui avez besoin d'écoute ou d'apaisement? Oui. C'est que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, mon épouse, elle est tombée malade, si vous voulez. Et puis, c'est qu'il y avait, avant de sa maladie, il y a eu une grosse problématique où ça n'allait plus du tout, presque plus entre nous. Oui. Du coup, elle est tombée malade, donc je suis resté pour l'accompagner parce que je voulais pas l'abandonner, en fait. Vous envisagiez, avant l'annonce de la maladie, une séparation, éventuellement? Vous y songiez? Mais qui était difficile à en parler. Pourquoi? Parce que j'aime déjà ma famille. Et le fait de dire je vais tout quitter parce que je n'arrivais plus, il n'y avait plus d'atomes crochus, il n'y avait plus de ce désir. Parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse, et ça me manquait beaucoup. Et ça me manque encore jusqu'à maintenant. Et j'ai un peu plein de projets, donc si je souhaiterais repartir chez moi, c'est que j'ai des projets là-bas. À La Réunion, vous voulez dire? Oui. Ah oui? Quel genre de projet? Je peux vous demander, ou vous n'êtes pas obligé d'en parler, si vous ne le souhaitez pas? Je me lance en fait dans la mode. J'ai été sollicité par une agence de mannequins pour faire des photos, faire du mannequinat, etc. Donc j'ai rendez-vous le 4 pour une séance de photos. Ah bon? Ah oui. Là alors, mais vous aviez envoyé un book? Je dois faire mon book le 4 juillet.
D'accord. Et Ça, c'est incroyable, alors. Vous changez complètement d'univers, là. mais en fait, si vous voulez, je reste au niveau de mon travail actuel, je continuerai. Ça serait un plus. Ouais. Remarquez, c'est bien, ça vous changerait les idées, hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont sollicité dans la rue. Je me suis arrêté pas mal de fois pour me dire, monsieur, ben, vous avez un très beau look, on adore vos styles, on adore, pourquoi vous ne vous lancez pas dans le mannequinat, pourquoi ci, pourquoi Ah bon ça. Oui. Et pourquoi vous prenez grand soin de votre apparence, de la façon dont vous vous habillez, alors, pour qu'on vous arrête pour votre look? Oui, je suis quelqu'un qui est très perfectionné au niveau du look. Je suis, entre guillemets, je ne me lance pas des fleurs pour mon âge. Un peu quand même, mais bon, parfois ça fait du bien. Oui, et je peux être fier de moi parce que je n'avais pas de confiance en moi. Et là, tout le monde me disait, des collègues, etc., me disaient, mais lance-toi, mais qu'est-ce que t'attends, t'as rien à perdre, vas-y et tout. En fait, si vous voulez, je suis tombé sur quelqu'un qui est en train de m'aiguiller, en fait, qui va aller avec moi pour m'accompagner dans ces démarches. Parce que cette personne elle-même, elle était élue Miss Afrique. C'est un homme? Non, une femme. Ah bon, oui, parce que vous me dites il était élu, d'accord. Miss Afrique. Elle était Miss Donc Afrique. vous êtes coaché par Miss Afrique, d'accord? Voilà. Donc je vais être avec elle pour Mais le mannequinat, c'est rare qu'on démarre une carrière. Enfin, à 25 ans, on est déjà vieux dans le mannequinat. Alors, remarquez, maintenant, il y a des marques qui demandent des mannequins aussi passés un certain âge. Mais enfin, non, mais chez les mannequins, 25 ans, on est vieux, quoi. Et j'imagine, vous me dites, je sais pas quel est votre âge, mais vous avez 3 enfants ou c'est pas banal de commencer une carrière maintenant. Oui, je m'étonne moi-même. Ah oui? Parce que je vous dis, je suis tellement sollicité. D'accord. Bon, on va marquer une petite pause et puis vous allez continuer à nous raconter ça, John, Okay, d'accord? merci, Après le journal de minuit, ne raccrochez pas, hein? À tout de suite. Merci. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages, vos confidences au 39 21. La ligne est ouverte comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Nous sommes en direct et n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil à cette heure déjà avancée de la nuit. Nous allons poursuivre notre conversation avec John. Vous êtes toujours là ? On l'a perdu, John. Bon, on va essayer de le rappeler. 39 21. Et sinon, vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook. On va passer un petit peu de musique en attendant de le rappeler. Bon, John est sur répondeur. On va accueillir Daphné. Bonsoir Daphné. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est très gentil de prendre mon appel parce que... c'est un plaisir, d'autant que vous avez une très jolie voix. Ah, c'est gentil. C'est pas pour ça qu'on a pris votre appel, hein, Daphné, mais vous avez une jolie voix. Bon, du coup, maintenant, je suis encore plus... Ah, je vous perturbe, je suis désolée. Non, concentrez-vous sur votre sujet. Alors, effectivement, moi je vous appelle parce que ça fait depuis 2 ans que je suis en train de me battre avec moi-même sur un sujet qui est en fait qui est pour moi très ambivalent parce que qui parle d'un désir d'enfant, mais en sachant que c'est le désir d'un dernier enfant puisque j'en ai déjà 2. Et je dis que c'est ambivalent parce que je me rends compte en vous écoutant, en écoutant les émissions, en regardant un peu ce qui se passe aussi autour de moi, de la chance que j'ai d'avoir
voilà, des enfants qui sont en bonne santé, et en même temps ce désir de ce petit dernier quelque part ne me quitte pas et ne concerne que moi, puisque mon mari n'en veut pas. Et c'est l'objet de mon appel parce que je me dis que peut-être je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et ma vraie interrogation, c'est comment je peux surmonter ce désir d'enfant qui visiblement ne sera pas assouvi puisque je peux pas le faire avec quelqu'un d'autre que mon mari. Oui, puis vous ne voulez pas mettre votre couple en péril pour et vous ne voulez pas non plus, lui forcer la main. Non, voilà. Parce que en fait, je me dis que si je lui force la main, il peut y avoir des répercussions sur notre famille. Oui. Et en même temps, le fait qu'il ne veuille pas, ça crée en moi un sentiment de... Enfin voilà, j'ai peur de lui en vouloir parce que... Oui, de frustration, oui. De frustration, bien sûr. Exactement, exactement. Et alors après, bon, c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir ce... Enfin, voilà, même quand j'étais petite fille, je me disais... je rêvais un peu de cette famille nombreuse. Et puisque j'en ai deux, et je me suis dit bon, le petit troisième, je le ferai peut-être après 40 ans. Enfin, il y avait aussi cette espèce d'imaginaire de se dire c'est un peu le bébé pour soi. Je sais pas, ce côté, c'est une autre partie de sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu mes enfants assez jeunes. Ils ont quel âge? Donc ils sont déjà un peu grands. Oui, ils sont un peu grands. L'aîné alors c'est deux filles. Hein. L'aîné a 16 ans et la deuxième, donc la petite dernière aujourd'hui, elle a 10 ans. D'accord. Oui, donc vous dites le petit dernier. Oui. Désir de pouponner encore, de ce côté bébé. C'est complètement ça. Vous aimiez beaucoup le côté bébé, justement. Énormément. Oui. Énormément. Et je vous appelle parce qu'effectivement, mes amis, ma famille, mon mari me disent bon, voilà, passe à autre chose. Tu n'as pas complètement fini d'élever tes enfants. Passe à autre chose. Il y a une deuxième partie de ta vie qui s'ouvre aussi pour faire plein de choses et pour pas forcément se remettre dans les couches, mais je n'y arrive pas. Eh oui, c'est pas si simple, oui. C'est-à-dire que là, il y a des arguments qu'on peut tout à fait entendre, mais rationnels, comme vous dites. Or, vous, il y a quelque chose dans le désir, c'est jamais rationnel. Hein. Donc, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de le questionner comme vous le faites. Ou déjà, je trouve que vous lancez beaucoup de pistes. Déjà, quand vous parlez d'ambivalence. C'est-à-dire qu'au fond, vous-même, il y a quelque chose, vous sentez bien dans ce désir. Il y a à la fois un désir et puis en même temps, qu'est-ce qui se passerait si votre mari vous disait « Bah oui, après tout, allons-y, faisons-le, ce petit dernier ». Oui, parce que en plus, même professionnellement, je suis à un moment un peu charnière où je me dis je peux continuer à progresser. Et je sais très bien que si jamais je tombais enceinte maintenant, ça arrêterait un développement de carrière. Alors, mais en même temps, je me dis intellectuellement que je suis complètement prêt à assumer ça. Sinon, je n'embêterais pas mon mari depuis aussi longtemps. Mais c'est vraiment, c'est très, enfin, c'est une vraie souffrance que je ressens. Et c'est pour ça que je vous appelle ce soir, parce que je suis partagée entre ce qui devrait être rationnel, ce qui devrait guider ma vie, la manière dont j'évolue dans les prochaines années, et en même temps, je suis complètement bloquée émotionnellement par le fait de pouponner à nouveau. Oui. Et je n'arrive pas à parler. Ce qui est horrible, c'est que je n'arrive plus à parler à mon mari d'autre chose. Comment il réagit, lui? Ça l'irrite? Alors, il a compris. Alors, il est fort de caractère, donc
je n'arrive pas à le faire vaciller, mais il a compris que j'avais besoin d'en parler. Oui, c'est important déjà. Donc il est très compréhensif et aimant. Il a compris que c'était déjà important pour vous, voilà, de pouvoir en parler, même si vous n'êtes pas dans une affirmation. Il est à l'écoute quand même de ça. Ça l'interroge aussi. Il craque, en fait, il n'en peut plus. Oui, ça parasite un peu votre relation. Ah mais oui, complètement. Donc, je n'arrive plus à avoir un dialogue finalement avec lui qui ne soit pas associé à cette frustration. Vous me dites que quand vous étiez déjà enfant, vous rêviez d'une grande famille. Oui. Vous êtes issu d'une grande famille ou au contraire vous avez été enfant unique ou vous avez été un peu seul dans votre enfance? J'avais un grand frère. Et on avait 7 ans d'écart, donc c'était quand même... On n'a pas partagé les mêmes jeux, enfin la complicité, donc de fait, cette différence d'âge créait un peu... vous avez été élevé pas en enfant unique, mais en tout cas vous n'avez pas pu partager des jeux communs. Non. Non. Quelle relation avez-vous aujourd'hui avec ce grand frère? Elle est plutôt bonne. Il a été assez paternaliste aussi. J'ai grandi. Voilà, mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Donc il a un peu, pendant longtemps d'ailleurs, pendant toute mon adolescence, joué un peu la place du père, sans le vouloir. Mais bon. Pourquoi votre père était absent? Oui, je le voyais plus beaucoup. Il était en province, nous on était en région parisienne, donc je le voyais pas beaucoup. Je cherchais pas non plus à le voir beaucoup. Et puis mon père n'est pas quelqu'un qui communique vraiment beaucoup, donc il n'y avait pas véritablement de communication ni de choses dites. Voilà. Donc mon grand frère a joué effectivement ce rôle-là. Et puis, arrivé, on va dire, à l'âge à 18 ans, 19 ans, j'en ai eu un peu marre d'être un peu chapeautée. Normal, voilà. Oui. Donc, je lui ai dit, écoute, maintenant, ça suffit. Je vis ma vie, tu vis la tienne. Et puis, et comme, en fait, comme j'ai su lui exprimer, et à l'inverse, lui savait m'exprimer ce qu'il pouvait ressentir, c'était plus dans le sens de moi vis-à-vis de lui que lui vis-à-vis de moi. Mais au final, il se trouve que là avec nos familles respectives, on a une très bonne relation. Voilà, mais pour moi, qui est complètement revenu un peu dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on est dans une relation avec beaucoup d'affection, beaucoup de complicité, mais ça reste mon frère. Vous voyez, c'est pas un ami, c'est un frère. C'est un frère et du coup, comme je m'entends bien avec mon mari, dans la famille que j'ai créée, donc je n'ai plus de besoin. Enfin, vous voyez, Et quand vous l'avez rencontré, votre mari, vous en parliez, vous aviez déjà en tête ce chiffre de 3 enfants ou pas forcément à ce moment-là? En fait, oui, complètement. J'avais déjà ce chiffre en tête et j'avais aussi, c'était dans ce que je me projetais, l'envie d'avoir effectivement un petit dernier. C'est intéressant cette expression, le petit dernier. Oui, parce qu'en plus j'en ai une aujourd'hui de petite dernière. Mais le côté... Petit dernier, ça supposerait... vous avez déjà 2 filles, un petit garçon? Pourquoi pas, mais encore une fois, je me dis c'est miraculeux d'avoir un enfant. Donc on va pas commencer à vouloir choisir... Oui. Donc. Mais vous savez, vous soulevez une question, je trouve importante, dont on parle peu. Je pense peut-être qu'il y aura des réactions 39-21, parce que pour avoir, travaillé, j'étais en stage à ce moment-là, j'étais en fin d'études en maternité. J'entendais beaucoup de femmes qui déjà avaient des enfants.
Et parfois déjà une famille de 3, 4 enfants. Enfin, le nombre importe peu, mais qui à un moment et à partir d'un certain âge, comme s'il y avait un peu ce tic-tac de l'horloge biologique, se dire c'est le moment ou jamais. Après, je pourrai plus. Il y a cette histoire de c'est plus jamais, plus possible, Oui, et qui évoque profondément. oui, D'ailleurs. oui, mais qui nous angoisse tous. Pour des raisons différentes, pas forcément liées à cette problématique-là, mais on a du mal à faire à renoncer à certaines choses, à faire le deuil. Et souvent cette question, elle revient avec des femmes qui disent qui culpabilisent un peu, finalement, un peu comme vous, essayent de dire quand même en rationalisant, mais je devrais m'estimer satisfaite de ce que j'ai, mais quand même un petit dernier, qu'est-ce que ça serait bien. Et parfois déjà des familles, je dis 4, 5 enfants, voire plus, mais cette idée de toujours impossible. Mais je n'arrive pas à en comprendre le fondement. Ça, après, je dirais que là, quand on questionne un désir, évidemment, il n'y a pas de réponse type. Vous imaginez bien. C'est-à-dire que dans le désir, finalement, c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez rencontrer des réactions, même un peu, parfois un peu abruptes, un peu, parce que le désir, c'est jamais très bien vu, hein. Ça suscite toujours beaucoup de réticence, parce que ça passe déjà désir d'enfant, ça passe par la sexualité, bon, principe. Mais le désir en général, c'est-à-dire que finalement qu'on peut toujours un peu bousculer, chambouler sa vie, redistribuer les cartes, les rejouer. Il y a tellement de gens qui, finalement, qui s'arrangent un peu pour se tenir à l'écart, à l'abri de leurs désirs. Et beaucoup invoquent l'âge, d'ailleurs, pour dire non, non, je vais pas faire ça à mon âge. Alors que finalement, le désir, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et le désir, là, en général. Hein. Et or, vous me parlez d'un désir de vie. Mais ce que vous me dites, j'ai l'impression d'être dans la discussion que j'ai avec mon mari. Parce que mon mari me dit, voilà... alors si je vous renvoie, alors vous dites, alors ensuite je l'appelle elle, et puis finalement elle me parle comme mon mari. C'est incroyable, parce qu'effectivement, lui me dit, mais tu vois, on a une vie... c'est difficile, enfin je veux dire, la vie est pas simple, tous les jours, d'élever des enfants, de faire en sorte qu'ils soient... Enfin, les élever déjà, les accompagner jusqu'à l'âge adulte, oui, tout à fait. C'est une sacrée charge, c'est une sacrée responsabilité, c'est fatigant, c'est angoissant. Après c'est une source de joie aussi, mais on le vit vraiment comme une énorme responsabilité. Et donc mon mari me dit, mais voilà, on a déjà ça, on y arrive à peu près. Ne va pas remettre un élément perturbateur dans le système. Or moi je lui dis, mais ma conviction, c'est que un enfant, une fois qu'il est, s'il est désiré, même si d'ailleurs s'il n'était pas désiré, mais une fois qu'il est là, on l'aime et on fait le meilleur. Et après, on n'a pas d'obligation de résultat, on a juste l'obligation de l'aimer et de. Oui, ce à quoi vous pourriez dire d'ailleurs finalement avec les 2 filles que vous avez, ça se passe bien. Pourquoi ça serait pas possible avec ça se passerait? Oui, exactement. Et c'est ce que je lui dis. Et lui, il me renvoie vraiment vers cette notion de, écoute, c'est à peu près stable, ne va pas tout casser. Et oui. Et vous, oui, c'est forcément perturbant pour lui aussi. C'est votre désir là. Oui, oui, il est complètement. Pour lui, voilà. Ça commençait, parce que c'est vrai qu'à l'arrivée d'un enfant perturbe beaucoup, déstabilise. Enfin, je ne vais pas vous dire que l'arrivée de la première puis de la deuxième a été un long fleuve tranquille. C'est forcément... Y compris pour un couple d'ailleurs. C'est vrai que ça peut mettre le couple à l'épreuve. Hein. Bien sûr, pas simple les premiers temps parce que ça demande beaucoup de disponibilité. Moi, j'ai analysé à peu près qu'il nous a fallu à chaque fois 18 mois pour revenir à quelque chose de géré. Oui, de retrouver un peu votre rythme, de ne pas être simplement soumis aux désirs, aux besoins du bébé, du petit enfant. Exactement. Et donc je sais tout ça. Mais effectivement, quand vous parlez de ce désir de vie, ça me parle, c'est très fort en moi. Pourquoi à ce moment-là, finalement, dans ce désir qui se manifeste de la vie?
De donner la vie, de rester en vie, de donner notre orientation à sa vie. Vous me dites que vous êtes un peu à la croisée des chemins sur le plan professionnel aussi. C'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai deux routes, quoi. Soit j'ai la route, j'ai la route qui m'attire parce que ça assouvirait un désir et qui répond aussi chez moi. Quand on parlait du petit bébé, il y a un côté fusion. Oui, énorme. C'est complètement c'est animal, quoi. Oui, tout à fait. Là, on retrouve vraiment notre dimension mammifère. Hein. Oui. Petit enfant a besoin du corps à corps. Et moi, qui me procure une source de joie. Oui, je comprends. C'est très agréable. Oui. De me dire qu'en fait, j'ai un petit être. Je suis tout pour lui. Et je lui donne tout. Et je fais en sorte qu'il grandisse bien. Et c'est vrai que ce côté, que je ressens très fortement, effectivement, sur la toute petite enfance, c'est parce que je sens une fragilité. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je ressens ça, mais je me dis c'est un petit être que je dois protéger. Donc quelque part, ça me renvoie un rôle qui est extrêmement fort. Et dans les échanges que j'ai avec mon mari, puisque je verbalise ce que je vous dis là aussi auprès de lui, il me dit, mais tu sais, quand ils sont grands, c'est la même chose, sauf qu'elle ne se traduit pas de la même façon. Mais on a aussi besoin de les protéger au-delà de la petite enfance. Mais je ne ressens pas la même chose. Oui, mais parce que c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient au monde sans ses parents ou ceux qui en tiennent lieu, il ne peut pas survivre. Oui. Il est dans un état de telle vulnérabilité qu'il dépend évidemment de ceux qui s'occupent de lui pour vivre. On est parmi les mammifères, on est ceux les moins, on est très inadaptés. Oui. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison souvent que certaines femmes ont l'effet inverse, ont peur de cette immense responsabilité, de ce que ça représente, du fait qu'il y ait une telle dépendance. Et vous, il y a quelque chose dans cette fragilité qui vous émeut, mais peut-être que ça parle d'autre chose aussi de vous. Fragilité, protection, ça parle aussi peut-être de vous. Vous êtes là ? Sans doute. Non, mais je réfléchis. Je remonte, je refais l'histoire. Sans doute. Oui, mais c'est évident parce que pour que ça ait cette telle force et que je le ressente de manière aussi... Ce besoin de fusion, de protéger. Voilà, on refait jamais son histoire. Il y a Monica qui envoie un petit message en disant, vous avez dit faire un enfant pour soi finalement, il y a quelque chose, elle dit attention c'est un piège, risque de trop de fusion, il y a quelqu'un aussi qui dit ça, on fait pas un enfant pour soi et attention de ne pas perturber votre famille, vos maris, vos filles. Moi j'irai un peu à l'encontre de ça, si on fait aussi un enfant pour soi. Pas seulement évidemment, mais il faut pas nier cette dimension-là. Il y a évidemment quelque chose d'une dimension narcissique, mais au sens de, certains le vivent comme un prolongement d'eux-mêmes, même si l'enfant n'est pas un prolongement, est un être à part entière, même déjà in utero, c'est déjà un être à part entière, même s'il a besoin du ventre de sa mère pour grandir et parvenir à terme. Mais il y a cette dimension-là, quand bien même il y a derrière, heureusement, l'autre dimension aussi de tout ce qui relève d'amener un enfant à grandir, l'élever, l'éduquer pour qu'il devienne un être humain équilibré, autonome et qui puisse se construire. Oui, et alors effectivement j'ai dit ça parce que c'est très... Enfin, je le ressens quand même comme un... Enfin, il est en l'étape de la grossesse, juste après l'accouchement, c'est quand même très... c'est un moment qui est très impliquant. En fait, moi, je l'ai vécu de manière très impliquante. Enfin, son corps est quand même bouleversé. Donc, c'est en ce sens que je disais ça. En revanche, je suis fusionnelle, oui, mais c'est inévitable la fusion, hein, dans les premiers temps. Enfin, et nécessaire même pour le bébé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis pas fusionnelle au point, parce que j'ai pu
voir aussi des reportages où il y avait des papas qui disaient ah oui mais elle est collée à son bébé. Non, mon mari a toujours été présent, c'est-à-dire que c'est une fusion mais qui n'est absolument pas exclusive. Enfin, je sais pas si Non, mais de toute façon, cette fusion des premiers moments, et il y a quelque chose de très agréable et qui est nécessaire pour le bébé. Oui. Le bébé, un bébé ne fait pas dans les premiers temps de sa vie de distinction entre son corps et le corps de sa mère. Hein. Bon, il ne se vit pas comme un être à part entière, lui. Il a besoin de cette fusion pour grandir. Elle lui est nécessaire. Donc, il ne s'agit pas de contester quoi que ce soit là, au niveau de cette dimension-là. Vous voyez, je répondais un peu j'entends ce que veulent dire, c'est-à-dire qu'on fait pas un enfant uniquement pour soi, mais il est articulé à votre mari, il y a quelque chose, mais alors je reçois un message de Gigi qui dit après 3 enfants, j'ai attendu 7 ans et j'ai fini par avoir mon 4e à 33 ans, mon mari a fini par céder. J'aimerais bien avoir des témoignages de femmes qui, malgré, je vous dis, et le nombre importe peu, on se rend compte. Parce que dans ce désir, il y a quelque chose souvent à interroger. D'autres. Ça vaut le coup. Vous dites d'ailleurs vous-même que votre mari a compris que vous aviez besoin d'en parler. Oui. Il y a beaucoup de choses de dites. C'est important, à mon avis, que vous en parliez. Et pas seulement à votre mari. Pour ne pas rester dans cette frustration. Je pense que comprendre ce qui est en jeu, pour pouvoir, vous dites, vous êtes c'est comme si vous avez 2 directions à prendre dans votre vie. Forcément, quand on vit les choses et on est tous à un moment donné de votre vie à se dire, j'ai 2 directions à prendre, j'ai peur de faire le mauvais choix, j'ai peur de me tromper. On oublie souvent qu'il en existe une 3e. On ne la voit pas à ce moment-là. Et le dilemme est assez perturbant. On ne voit que 2 options. Mais vous voyez, quand vous dites en parler, et quand ça parle, enfin, vous dites ça peut parler de moi, j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que si j'assouvissais ce désir, vous voyez, je n'aurais pas le désir d'un 4e. Ben, c'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Je vous dis, souvent le nombre importe peu. Je pense que beaucoup de femmes ont en tête cette histoire du petit dernier. Parfois, elles ne le formulent pas. Pas, en tout cas, aussi clairement que vous l'exprimez. C'est déjà important, vous arrivez à mettre des mots là-dessus. Mais quelque part, dans un coin de sa tête, reste cette possibilité d'un possible. Alors derrière, il y a, je disais, un désir de vie, et vous dites oui, il y a quelque chose qui m'angoisse, être dans la vie. Il y a aussi, je parlais un peu, les femmes sont particulièrement soumises à ça, à l'horloge biologique, comme quelque chose, vous venez d'avoir 40 ans, si j'ai bien compris. Oui. C'est aussi une période de la vie qui peut parfois prendre la forme un peu d'une forme de crise existentielle. Que je traverse là, clairement. Oui. Vous êtes confronté à des questions auxquelles les femmes sont particulièrement confrontées, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne font pas de crise existentielle pour d'autres questions. Parce que 40 ans est un âge vraiment charnière et les femmes sont confrontées à cette question-là parce que finalement il y a un choix où vous pouvez évoluer, si j'ai bien compris, dans votre métier. Oui. Il y a une possibilité de progression, d'évolution personnelle dans un métier qui, j'espère pour vous, est épanouissant. Puis en même temps, il y a ce désir encore de retrouver ce temps comme ça, d'être maman, ces premiers moments de vie. C'est vrai qu'avant, c'est pas toujours facile d'avoir le choix. Avant, pendant longtemps, et d'ailleurs dans de très nombreux endroits encore dans le monde, la maternité pour les femmes est un destin obligé, voire une fatalité quand c'est pas une punition. Oui. Bon, il y a des femmes qui n'ont pas de possibilité d'avoir une vie personnelle et professionnelle en dehors de la maternité. Dans les pays occidentaux, on a ce choix-là, et c'est toujours, c'est évidemment immense.
C'est des progrès immenses d'avoir cette liberté-là, mais la liberté ne va pas sans angoisse. C'est pour ça que je parle un peu, il y a quelque chose quand vous me parlez de ces deux routes et de ce côté un peu crise existentielle que ça prend. Je pense qu'un accompagnement pourrait vous être bénéfique. Mais vous voyez, ce désir de petit dernier, il est ancré depuis longtemps. C'est-à-dire que j'étais à milieu d'ailleurs d'imaginer qu'à 40 ans, je ferais une crise existentielle. Et j'étais à milieu d'imaginer qu'effectivement, je me poserais des questions d'orientation de deuxième partie de vie. En revanche, ce désir de petit dernier passé 40 ans était déjà là. Donc, je l'associe pas forcément à... c'est-à-dire que si pour mon mari ça avait été évident, je pense que je vous appellerais pas. Oui, j'allais dire, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, puisque vous me dites que vous avez une fille qui est adolescente, 16 ans, une autre qui a 10 ans. Oui, parce que je voulais vraiment qu'il y ait, en fait, finalement, beaucoup de différences d'âge, vous voyez. Ah oui. Oui. Eh oui, c'est plein de paradoxes. Pourquoi beaucoup de différences d'âge? Ce qui me vient spontanément, mais bon, c'est effectivement le côté peut-être avoir plus de temps. C'est-à-dire que autant pour mes deux premières, je m'étais dit, je veux quand même qu'elles soient élevées ensemble, qu'elles puissent jouer ensemble, finalement qu'elles aient ce duo. Et autant pour le dernier, je me dis, lui, il sera un peu éloigné de ses sœurs, ou elle, enfin ce bébé, quoi, peu importe, c'est un garçon de fille, éloigné de ses sœurs, mais il aura quand même des grandes sœurs, et puis ses parents. Donc il y avait un côté un peu peut-être moins course, vous voyez, peut-être dans mon imaginaire, puisque au final je ne sais pas. Oui, c'est pour ça que vous dites un peu pour vous, finalement, ça serait votre bébé. Oui, où j'aurais plus le temps, où j'ai des amis d'ailleurs qui ont eu un bébé après 40 ans et qui me disent c'est pas du tout la même grossesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les femmes le disent, oui. On n'est pas du tout pareil parce que moi quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'ai fait des erreurs aussi. Enfin, j'avais toute pleine d'énergie. La première, on apprend. Et c'est vrai que on n'est pas la même. Déjà, on est davantage un peu installé dans la vie, que ce soit matériellement, mais aussi psychologiquement. Exactement, oui. C'est vrai, mais c'est certain. Mais dans cette différence d'âge aussi, il y a quelque chose quand même avec votre histoire à vous, un peu. Même si j'entends tout à fait là ce que vous êtes en train de me dire, mais vous-même, il y a une grande différence d'âge avec ce grand frère. Oui. Votre père était assez absent et votre mère, elle était quel type de mère? Très présente. Très présente, très présente. Très attentionnée. Oui. Vous en avez parlé avec elle? Oui, et elle me dit que je suis folle. Non. Elle me dit, gentiment. Oui, bien sûr, j'imagine bien. Non, c'est-à-dire qu'elle me dit la perspective de se retrouver dans les couches. Oui, mais justement, c'est ça qui vous fait rêver. Oui, elle me dit c'est fatigant, justement, tu n'auras pas la même énergie. Et en fait, elle le voit par rapport à moi, dans son instinct de protection, peut-être. En disant, oui, elle a un peu peur pour vous, elle a un peu peur que ça. Pour moi. Oui, elle réagit en mère, elle. Exactement. Et elle me dit, mais tu vois là, tes filles sont un peu grandes, donc c'est déjà plus tranquille même en termes de quotidien. Qu'est-ce que tu vas te remettre dans Oui. Dans cette période-là, justement, c'est vous ce qui vous fait fantasmer. Exactement. Alors, je reçois beaucoup de messages et on va accueillir également Émilie parce qu'elle patiente depuis un petit moment au standard, au 39-21. Mais avant, il y a quelqu'un qui dit « J'ai moi-même 3 enfants. Il était inconcevable pour moi d'en avoir moins. Cela ne m'empêche pas de continuer à évoluer professionnellement. Si mon mari avait été d'accord, nous aurions 4 enfants. » D'accord.
Et alors, c'est dommage parce que j'ai pas la fin du message, mais visiblement, suite à la naissance de mon 3e enfant, j'ai connu, puis on saura pas la suite. C'est dommage parce que c'est par SMS et c'est limité à 160 caractères. Passez-nous un petit coup de fil au 39 21, il est minuit 45, il nous reste encore un quart d'heure d'émission. On aimerait bien voir la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ce 3e? Il y a quelqu'un qui dit, moi aussi j'ai été confrontée à l'envie d'un autre enfant. 11 ans plus tard, moi aussi je voulais le petit dernier. Il a aujourd'hui 2 ans. Ça n'a pas été simple de s'y remettre, mais aujourd'hui, l'envie me reprend. Comme quoi, ça ne passe jamais. Mais je remercie cette auditrice pour sa sincérité parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a comme quelque chose qui n'est pas comblé de ce côté-là et qui est à interroger pour ne pas rester dans cette ambivalence et cette frustration qui est douloureuse. J'entends que c'est douloureux. Oui. On va accueillir Émilie. Bonsoir Émilie. Oui, bonsoir Caroline. Merci. Bonsoir à votre interlocutrice. C'est Daphné. C'est Daphné. Vous avez une jolie voix, vous aussi, décidément. Et merci d'avoir réagi très vite d'ailleurs à son appel là. Ça vous a parlé cette histoire de 3e, de petit dernier. Oui. C'est tout à fait ça, oui, puisque j'ai 2 enfants qui ont bientôt 4 et 5 ans. Oui. Garçons et filles. Et donc, qui se suivent, là. Voilà, donc ça a été très difficile. Je n'arrête pas de me plaindre, de râler, que je suis fatiguée, qui crie, enfin bon, voilà. Oui. Et pourtant, ce désir du 3e et dernier, parce que moi j'étais sûre qu'après je n'en voudrais plus, m'a tenaillé pendant un petit bout de temps, malgré aussi le léger handicap de notre fils aîné. Donc on est passé par des moments très difficiles, il a fallu digérer, voilà, la prise en charge. Enfin, bon. Malgré aussi justement un risque un peu accru d'avoir un autre enfant qui ait le même problème. Mais malgré tout, ce désir viscéral du 3e et dernier ne m'a pas lâchée. Oui. Et mon compagnon au départ m'a opposé des arguments très rationnels sur la fatigue, enfin voilà, ce qui est des arguments très rationnels, hein, mais j'en suis bien consciente qu'on est déjà fatigué. Et malgré tout, il n'y a rien eu à faire, hein, ce désir est là. Et finalement, donc, je crois que lui aussi, ce que je lui ai dit, mais c'est pas une question on pose pas des arguments, c'est une question d'envie. Oui. Et je pense que finalement l'envie était quand même là aussi de son côté. Donc il m'a dit OK il y a quelques mois. Et donc à 38 ans, je tombe enceinte. Oui. Et en fait, la semaine dernière, on a fait un premier écho et choc, il y en a 2. Donc là, c'est sûr du petit 3e. Voilà. Oh là là, alors là, je sais pas, j'allais dire ma pauvre, mais enfin non, félicitations quand même, mais quel choc ça a dû être quand même. Voilà, donc je suis contente qu'il est vraiment quand même on a choisi à 2 parce que je me dis le pauvre lui il partage les tâches, hein, ça il s'implique. Oui. Heureusement. Pas comme si, voilà. Mais je me dis le pauvre si j'avais un peu forcé la main, déjà que c'est pas évident avec ce petit stress supplémentaire du handicap, on verra, en tout cas croiser les doigts. Mais voilà, donc ça m'a fait parce que sourire. Vous allez avoir une grossesse très suivie, déjà parce que il y a 2 bébés, et puis parce qu'il y a cette histoire de handicap pour votre aîné, donc ils vont faire de la prévention. Il y a des choses. C'est plutôt la naissance en fait que ça se comprend éventuellement puisqu'il a une forme d'autisme, donc ça, il n'y a pas de diagnostic. D'accord. Mais ça, on verra à la naissance. Mais bon, ma fille, la 2e, n'a aucun problème, et puis bon, c'est une forme légère. Oui. Donc il a une scolarité, il a une école, ça se passe bien. Mais voilà, donc ça m'a fait sourire. C'est un sacré pari. On parlait de désir de vie, pari sur l'avenir, de la vie. Même dans les moments difficiles, le désir est resté. Je sais pas pourquoi. Et vous voyez, ou peut-être justement dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles et les moments moins difficiles, les 2. Et voilà. Et je sais qu'après, j'en aurais pas voulu de 4e. Bon, déjà, question d'âge. Et vous n'aviez pas fait un peu vous n'aviez pas eu de stimulation ovarienne? Non, fait. Il paraît qu'après 35 ans, le risque de grossesse gémellaire naturelle augmente. Il paraît, oui. Alors, quand vous à l'échographie, quelle a été votre première réaction, la surprise? C'est normal. Je ne sais pas comment je vais survivre les premiers mois. Parce que j'ai des grossesses pas drôles, et puis les nuits sans sommeil, c'est pas drôle non plus, je trouve, au début. Non. Donc je suis totalement consciente. Mais en même temps, une grossesse ne ressemble pas forcément à une autre.
Malheureusement, pour l'instant. Pour l'instant, si. Bon, peut-être que celle-là sera différente, particulièrement suivie. Oui, ça c'est sûr. Vous pouvez avoir du renfort un peu familial. Ça compte dans les premiers temps. Les grands-parents ils aident, mais commencent à être un peu fatigués. Donc, ils sont pas là tout près. Oui. Non, mais on trouvera des solutions et puis on survivra. On n'a pas le choix. Oui, bien sûr, il y a toujours des relais possibles, mais bon, ils sont pas encore là, ces bébés. Ça vous donne le temps un peu de réfléchir jusqu'à leur arrivée, leur venue au monde. Oui. Alors, dites-moi ça, Daphné, vous y êtes... Là, Émilie, comme vous, elle a, finalement, son mari, d'accord. Vous voyez, le petit dernier, puis là, il y a 2 petits derniers. Oui, alors ça, moi, aucun problème. Moi, j'adorerais. Mais il y a quelque chose... Oui, non, il y a quelque chose que vous avez dit, Émilie, qui est quand même très intéressant, parce que, effectivement, on parle de désir, on parle d'envie. Et en fait, moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 envies qui s'affrontent, qui se confrontent, et 2 envies qui sont complètement orthogonales. Il y a la mienne et celle de mon mari, et elles sont complètement opposées. Et vous avez réussi à peut-être faire susciter le désir et l'envie chez votre mari, mais alors moi, il est bloqué. Il n'en a pas du tout envie. Et ça fait 2 ans. Non, je travaille au corps. Oui, vous le travaillez au corps, mais il ne cède rien, même sur ce terrain-là. Non, et parce que lui, justement, me dit, je n'en ai pas envie. Et c'est vraiment le mot envie que vous avez prononcé. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? Il avait refusé, moi, je crois que j'aurais pas... j'aurais accepté, mais j'aurais eu du mal à digérer. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi beaucoup de travail pour le mari, donc c'est vrai que s'il n'en a pas envie, je trouve que tout ce qui est difficile avec les nuits, tout ça, si on en a envie, qu'on assume son choix, ça passe. Mais c'est vrai qu'après, si on n'en a pas envie, s'y remettre. Oui. Et après, j'aurais eu beaucoup de mal à faire le deuil de ce 3e. C'est ça, c'est-à-dire qu'on comprend les points de vue de l'un et de l'autre. C'est-à-dire quand vous dites, Daphné, que vous avez peur de lui en vouloir, finalement. Ça se comprend. Oui, moi, j'ai l'impression que et en même temps, si jamais il pourrait aussi vous en vouloir de repartir là-dedans. Et le problème, c'est que cette question qui vous taraude, qui devient assez obsédante, finalement, peut à la longue, mais vous en avez conscience, donc c'est une bonne chose, un peu perturber l'équilibre de votre couple. Ah oui, oui. Donc il y a quelque chose là qui, vous l'avez dit d'ailleurs tout de suite, Daphné, c'est avec lui que vous vous projetez dans avoir un 3e enfant. C'est-à-dire que c'est dans cette famille que vous avez formé ensemble. Ah oui. Donc et vous avez conscience qu'à travers ce désir aussi, vous pouvez finalement déstabiliser le couple ou la famille. Donc c'est pas c'est là où ça devient très compliqué. C'est dommage, on n'a pas Stéphanie. Amandine a essayé de l'appeler. Elle est sur répondeur, Stéphanie, il est minuit 53. Stéphanie, si vous entendez ce message, vous avez essayé d'appeler en disant vous aussi, vous étiez dans ce désir. On ne faut pas culpabiliser Daphné. Pas le sentiment que les réactions étaient visées à la culpabiliser, parce que elle disait je comprends très bien, il y a une notion, Stéphanie parlait d'instinct. 3921, on a essayé de vous joindre, mais on est tombé sur votre répondeur. N'hésitez pas, peut-être on aimerait bien vous entendre avant la fin de l'émission. Ça pourrait peut-être vous aider aussi, Daphné. Je vous remercie, Émilie d'ailleurs d'avoir appelé. Il est déjà bien tard. Je vous félicite, bravo. Il est bien tard, vous n'avez pas déjà des insomnies, vous n'êtes pas dans le 3e trimestre. Ma pauvre. Vous êtes, parce que là vous avez fait l'écho de quoi? C'est la première. C'est la première. D'accord. Et vous avez déjà des insomnies? Depuis un mois, oui. Ah oui, donc et ça c'est pendant toutes vos grossesses, parce que souvent le 3e trimestre. Je suis malade tout le temps. Et vous avez des nausées en plus? Oui, puis des. Ma pauvre. Non mais je le savais. Vous savez que c'est comme ça. Donc, oui, ça passe. Heureusement les nausées passent, mais. Oui, le jour de l'accouchement quand on. Ah bon? Vous les avez eues jusqu'au bout, vous? Oui. Vous avez vraiment des grossesses difficiles, oui. Non, c'est pour ça que j'étais motivée. Oui, il faut que vous soyez sacrément motivée. Des grands, il faut en ayant l'impression d'être au bout du rouleau. Oui, il faut quand même que vous trouviez un moment un peu pour vous ménager, même si c'est difficile avec 2 petits comme ça.
Peut-être voir. De toute façon, vous savez, même la PMI, c'est très bien pour ça parce qu'il y a des. Alors, elles sont pas là la nuit, mais il y a quand même des puéricultrices qui peuvent venir à domicile. Je crois qu'il y a un numéro vert aussi pour les parents de jumeaux. Il faudrait peut-être faire une recherche. Il y a des associations de jumeaux dans la ville. Oui, tout à fait. Il y a la CAF. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais enfin, bon, dans le quotidien, c'est vous qui avez quand même à gérer. Mais il faut quand même essayer en ayant déjà 2 petits comme ça, solliciter toutes les soutiens que vous pouvez trouver, hein. Oui, on prendra moult babysitters et nourrices. Alors avant, qu'est-ce que vous vouliez dire finalement à Daphné que oui, c'est-à-dire que vous, si votre mari vous sentiez vraiment réticent, vous auriez abandonné le projet, non sans mal. Je pense que j'aurais abandonné parce que je me voyais pas lui imposer. Quand même, c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Donc, mais après, c'est sûr que j'aurais eu du mal à accepter. Après, j'ai pas de conseils à donner. C'est vrai que c'est pas évident quand on a ce désir qui peut devenir effectivement obsessionnel. Mais après, c'est compliqué d'imposer ce choix ou de forcer la main. Enfin, c'est pas comme si on achetait un chien ou. C'est quand même un sacré engagement. Mais quand bien même on achète un chien, justement, parfois on ferait mieux de pas l'acheter si c'est pour l'abandonner. Là, dans un mois, ça va commencer. Donc bon. Voilà, c'est vrai que surtout si le compagnon quand même est très. À la limite, si dans les couples où c'est que la femme qui s'en occupe, bon, c'est à la limite. Non, mais c'est pas le cas. Mais, voilà. Mais c'est vrai que si on estime que le compagnon, il a sa part autant que nous à apporter, c'est difficile. Si lui, il n'en a pas envie, c'est vrai que c'est compliqué d'imposer ou de forcer la décision. C'est pas le genre de choses qu'on peut faire à contre-cœur. Surtout que maintenant, vous le travaillez au corps, Daphné, depuis 2 ans. Si tout d'un coup vous dites, oups, non, je comprends pas, je sais pas quelle contraception vous prenez. Ça arrive parce que même sous pilule, hein, il peut y avoir des grossesses parce qu'il y a des mini pilules. Enfin, il y a toujours. Mais là, il va peut-être vous voir arriver. Oui. Il y en a qui peut-être auraient dit, et moi je comprends tout à fait, je trouve ça très bien de votre part de ne pas justement forcer la main, mais il y en a qui auraient dit, bon allez, après tout, je mets ça sur le compte d'un problème de contraception. Là, il va vous voir venir, à mon avis. Oui, mais qui sait, vous savez, la vie c'est toujours de l'évolution, peut-être que c'est un jour lui qui va vous dire, oh après tout t'as raison, on y va. Combien de temps il a mis le vôtre, Émilie? De toute façon, je pense que je savais que c'était pas très raisonnable quand même tant que les enfants étaient pas petits. On a quitté Paris. Enfin voilà, notre fils a commencé sa scolarité cette année, donc il y avait quand même pas mal de choses à poser. Donc c'est pas on attendait, je pense, d'avoir emménagé, savoir si la scolarité de notre fils se passait bien, que voilà. Donc finalement, au bout de quelques mois dans notre nouvelle ville, il a accepté. Sans trop de difficultés. Oui, donc il en avait quand même un peu envie. Oui, mais pendant longtemps, j'ai pas su vraiment s'il en avait envie. Mais finalement, oui. Puis c'est pas mal quand même qu'il y ait un peu d'espace entre les enfants. Oui, c'est vous qui nous dites ça, Émilie. Il y a quelqu'un qui dit, moi c'est mon mari qui a eu envie d'un petit dernier après 2 enfants, il voulait un 3e. Vous voyez, parfois les choses sont mal faites. Après m'avoir convaincue, je suis tombée enceinte. J'ai eu une grossesse très difficile, accouchée à 6 mois de grossesse, mais apparemment aujourd'hui tout va bien. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai eu mon petit dernier à 45 ans, un vrai bonheur, un rayon de soleil. Le numéro vert dont je parlais, alors c'est pas pour les jumeaux, mais c'est un numéro vert pour aider les jeunes parents. C'est intéressant, ça peut toujours être utile, même si vous, Émilie, vous avez déjà l'expérience, mais c'est le 0800 00 34 56. On va pas pouvoir ce soir, de toute façon, régler cette question complexe, ma chère Daphné, pour vous. En revanche, moi, je relève, vous dites, mon mari a compris que j'avais besoin d'en parler. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut poursuivre. Quitte à voir un peu quelqu'un, trouver quelqu'un qui sera un thérapeute à votre écoute. C'est pas vous lancer dans une psychanalyse. Oui. Avoir quelques entretiens à ce sujet. Et vous verrez qu'il y a peut-être quelque chose qui va émerger d'un désir vous concernant. D'accord. Pour que vous ne restiez pas dans cette situation d'impasse qui est douloureuse. D'accord ?
Oui, Plein de bonnes choses à vous. Et puis à vous aussi, Émilie. Hein. Prenez bien soin de vous. Hein. Chance à Daphne. Je vous embrasse. Je vous embrasse toutes les deux. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Il est 1h du matin. Vous êtes sur Europe 1. Tout de suite, c'est Christophe Fondelat. À ce soir.